Oh, bah, il y a On un peu de adore monde là. ce genre de truc. Je vois que ça rejoint au fur et à mesure. Ça commence. Écoute, tu sais, l'entrepreneuriat dans le Web3 est un sujet important qui m'intéresse plus d'un. On avait déjà fait une petite séance, mais c'était pas, finalement, les sujets se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes avec Ouais. Unchained Job pour effectivement les métiers du Web3. Là, la différence est assez subtile, mais ça change quand même un petit peu le contexte, effectivement. On va parler Yes. d'entrepreneuriat dans le Web3 et tout ce qui tourne autour. Euh, et donc, pour ça, on a avec nous notre expert de la première heure, Cryptodin, Cyril, Yes. Bah, qu'on écoutez, remercie pour son temps. ouais. Je vais peut-être commencer par me présenter parce que je sais pas si tout le monde me connaît, ou en tout cas, peut-être que beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Odin, puisque c'est issu du compte Twitter Cryptodin, que j'ai créé, je crois en 2020, euh, et qui avait pour vocation de parler de trading et d'investissement, et de clarifier, on va dire, un peu plus mes méthodes et mes pratiques de trading et la compréhension et l'analyse des cours. C'est comme ça que j'ai commencé. Et Exact. du Et coup, en ça a fait, plutôt bien marché d'ailleurs, parce que tu as un compte qui est monté relativement vite. Tu as toujours été ouais, dans la bienveillance, t'expliquais plutôt bien les choses. Tu fais pas partie de ces traders qui faisaient des vidéos en disant tiens, je vais te présenter le prochain x100. Euh, non, jamais. donc ça, voilà, non mais sinon t'aurais pas été approché pour être expert ici. Euh, et sincèrement, tu avais un contenu qui était vraiment super. On a tous un petit peu regretté quand t'as décidé de clôturer, de tourner une page sur Cryptodin, euh, même si effectivement, faut bien que tu avances. Hein. Toi, de ton côté, on parle d'entrepreneuriat dans le Web3, pour le coup, t'as fait ça pour aller entreprendre et avoir plus de temps pour entreprendre. Euh, et on va pouvoir en revenir dessus, mais ça se comprend. Alors, t'en as déçu certains, effectivement, dont je fais partie par la force des choses, mais t'en as déçu certains en clôturant Cryptodin. Ouais, bah, je vais revenir là-dessus, comme ça fera une passe complète. J'entends hein, quelqu'un qui a mis son micro. Ouais, Yes. c'est bon, Parfait. super. Très bien. On a des super personnes qui veillent au grain. Yep. Super modérateur. Pas de souci, CryptoClay, au calme. Ouais, du coup, je pense que je vais repartir un peu plus loin pour que vous compreniez un peu pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je vais vous parler d'entrepreneuriat. Mais du coup, comme je disais, vous me connaissez sous le nom de Cryptodin. Moi, je m'appelle Cyril Gerbet, et j'ai connu du coup la crypto en 2017, parce que j'étais en école avec quelqu'un qui était dans le secteur depuis 2014, donc un ancien maintenant, un vieux de la vieille, et du coup qui m'a amené un peu dans ce secteur de la blockchain et des cryptos. Et en fait, je suis rentré enfin comme beaucoup, mais par l'aspect spéculation et investissement. Euh, et du coup, je me suis un peu accroché à ça, parce que je suis rentré en août 2017. Et ensuite, en 2018, il y a eu le bear market que beaucoup ont vécu ou connu, qui a mis un gros coup de balai, on va dire, dans le secteur à l'époque, et qui m'a fait me recentrer, entre guillemets, sur un certain nombre d'activités. Euh, et notamment de m'intéresser un peu plus profondément à la tech, et de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le mot crypto-monnaie, et de voir quels sont les sous-jacents en fait qu'il y avait dedans. Pour la petite histoire aussi de contexte, moi j'ai toujours été proche de l'informatique de manière générale. Quand j'étais jeune au lycée, je faisais des petits scripts et des petits virus à la con, voilà, que je mettais sur les clés USB, ensuite que j'envoyais à des profs en mail. J'avais pas mal de petites choses comme ça. Et pour l'anecdote, les premiers que j'avais fait au collège, je les avais retrouvés au lycée parce que j'ai fait dans le même groupement scolaire mes études. Et donc, du coup, j'ai retrouvé mes petites créations là-bas. Et donc, du coup, j'ai toujours été un peu proche, enfin, même carrément proche de la tech et du développement. Et quand je suis arrivé au lycée, je ne savais pas exactement vers quoi je voulais m'orienter. Et par hasard, sur un salon, je suis tombé sur une école qui proposait, on va dire, un mix dans tout ce qui est web.
et qui s'appelait, la web enfin, qui s'appelle toujours la Web School Factory. Moi, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait mes études avec une spécialisation UX UI designer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, UX, ça veut dire user experience, et UI, c'est user interface. Pour, simplifier l'explication, l'user experience, c'est, concrètement la compréhension, des utilisateurs, face, à une interaction avec un produit ou un service. Donc c'est vraiment, décortiquer, toutes les interactions qu'il pourrait y avoir entre, une personne et un service ou une entreprise, et de voir s'il y a des points de friction, et si, le produit qui a été pensé ou le service qui a été pensé initialement, matche bien avec les attentes, des clients. Donc, c'est vraiment développer soit des fonctionnalités, soit des stratégies, mais c'est vraiment de rentrer et de faire un peu d'anthropologie pour comprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens réfléchissent, qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir, parce qu'on a toujours un besoin qui soit plus ou moins fort à accomplir, et faire en sorte en fait de répondre à ce besoin le plus rapidement possible. De l'autre côté, on a lui, qui est l'user interface, et après c'est de retranscrire ça sur des visuels, que ça soit des maquettes, des sites internet, des displays, voilà, qu'on pourrait avoir, soit digitaux, soit physiques. Mais c'est vraiment de penser tout ce qui va être graphique et interactif, pour que on facilite, ou en tout cas on apporte une expérience supplémentaire à l'utilisateur. Donc j'ai fait 5 ans d'études là-dedans. En parallèle de ça, j'ai fait du freelance, parce que je suis quelqu'un qui apprend en faisant. Euh, et la pratique m'aide beaucoup pour intégrer un certain nombre de choses, parce que j'ai besoin de me retrouver un peu dans des situations d'embarras pour avancer. Et le stress me maintient aussi en bonne forme pour performer. Et donc du coup, très, très tôt, en fait, quand je suis arrivé dans mon école, j'ai décidé de partir en freelance et devenir, freelance en UX UI design. Que ça m'a amené un certain nombre de projets, et en totalité, on va dire, j'ai fait 6 ans de freelance, complet, avec, un certain nombre de projets, complètement différents, qui peuvent aller, j'en sais rien, tout petits sites pour des comment ça s'appelle? Pour, des conservateurs ou des restaurateurs d'œuvres d'art, des années, 1900 à 1960, que c'est vraiment super spécifique. Ou, aller, faire, toute la stratégie digitale, d'un groupe de parapharmacie, en Belgique et au Luxembourg. Donc, ça m'a permis de d'élargir, on va dire, un peu mon scope et mon champ d'action. J'ai fait, aussi bien du design que du développement web, que, du marketing au final. Et ça m'a permis en fait de commencer à avoir une vision un peu plus business, de ce qu'est un projet, et de, comment on fait pour monter un projet. Et qui m'ont permis en fait de monter en compétences et d'aller, jusqu'à bosser, chez Natixis, où, il y avait une quinzaine de développeurs, sous ma direction, pendant une année complète. Heu, donc ça sur mes dernières années d'études, et en parallèle du coup, comme je disais, je faisais Cryptodin, où j'essayais d'apporter un peu de valeur, et d'intelligence, à la fois sur les graphiques, mais aussi sur la manière de lire et d'appréhender le trading, puisque c'est quelque chose que j'ai développé en parallèle, depuis 2018. Donc, vraiment toutes ces expériences, m'ont poussé à la fin de mes études, parce que j'ai actuellement 25 ans. Donc il y a 1 an et demi, j'ai décidé vraiment de me lancer toute seule, et de me lancer de mon côté, parce que j'avais envie de créer. Et j'ai rejoint, en tout cas avec, 5 amis à moi, enfin 4 amis, on était 5 au total. On a créé, un premier projet qui s'appelait, Noisette, que certains ont peut-être vu passer, via mon compte Twitter, mais qui était vraiment un programme, ou en tout cas une application éducative pour les particuliers, qui permettait de faire un fil, un peu comme les applications comme, Duolingo, mais vraiment un fil, spécifique et personnalisé pour accompagner les gens, pour se former sur, les sujets de trading, de blockchain, éventuellement, d'investissement, éventuellement aussi de design. Enfin, on avait, un certain nombre de choses qui nous permettaient de ratisser large. Et donc, dans cette société, le projet a duré 3 ans au total. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 7 mois. 7 mois, ouais, à peu près. Et on avait pour objectif de faire une levée de fonds, ce qu'on a fait d'ailleurs. On avait fait un tour de table à 600 000 précis. Donc,
une belle avancée, on était super contents. Et puis un jour, à la suite de cette levée de fonds, je suis parti en vacances, 1 semaine à Biarritz parce que je fais un peu de surf. Je suis allé, à la cool, les pieds dans l'eau et puis quand je suis revenu, en fait, j'ai eu la très bonne surprise de voir que, tous les associés s'étaient foutus sur la gueule, et que, en fait, l'ambiance de travail a été, ingérable, et à la suite de ça, en fait, on a décidé de fermer la société, d'un commun accord pour éviter de s'entretuer, voilà. Donc c'est des choses qui arrivent et qui font partie de l'entrepreneuriat. Et donc du coup, pour poursuivre là-dedans, oui, oui, je lis en même temps les messages parce que j'ai le chat, mais oui, oui, c'était un très beau projet. On avait vraiment bien avancé. L'application est complètement développée. On avait, notre stratégie, sur 3 ans. Enfin, en fait, il y avait juste plus qu'à. Il y avait plus qu'à, comme on dit. Mais du coup, bah, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat malheureusement. Comme on dit, dans le secteur, il est plus difficile de choisir ses associés que de choisir sa future femme. Voilà, donc ça, c'est un truc que vous retiendrez si jamais vous vous lancez, mais vraiment, trouver un associé ou des associés avec qui vous allez vous entendre, c'est quelque chose de super compliqué. Pourquoi? Parce que, vous allez passer toute votre journée avec ces personnes, vous allez, discuter, rentrer dans des phases de stress, vraiment avoir des émotions positives, des émotions négatives très fortes. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est de se mouiller et de se lancer, là-dedans et de voir que, en fait, ça peut vous apporter énormément, énormément d'émotions, on va dire, qu'elles soient positives ou non. Et donc, en fait, au-delà de tout ça, on peut ne pas partager la même vision que ses associés. Et au bout d'un moment, bah, chacun fait son bout de chemin et nos chemins se séparent. S'associer à un, un cryptomasque. Oui, tout à fait. À leur refuge. Que si jamais on peut en remplacer un pour un autre, c'est ça. Donc, du coup, à la suite de ça, je me suis, j'ai décidé avec l'ancien directeur de projet, euh, projet Noisette, de refonder en fait une nouvelle société qui s'appelle Genesis Partners, qui est mon cabinet de conseil actuel que nous avons monté, enfin, qui est live, on va dire, depuis novembre 2022. Euh, la genèse, on va dire, de tout ça, c'était de se dire, bah, mon associé, lui, est dans le secteur depuis 2014, moi depuis 2017. On voit passer énormément de projets depuis. Je pense que si j'ai analysé à minima une centaine de projets, ça m'étonnerait pas. Et je pense qu'on est à beaucoup plus en réalité. Mais du coup, ça me permet d'avoir une vision, une compréhension par rapport à ce que je faisais avant dans le web classique et de voir qu'il y a un vrai écart entre la manière d'aborder un projet blockchain et Web3, de la manière d'aborder un projet web classique. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, alors que c'est des fondamentaux, notamment sur de la création de projets et sur, comment ça s'appelle, sur des bonnes pratiques et des bonnes méthodes pour avoir une bonne base de travail. Et du coup, par rapport à ça, avec mon associé, plutôt que de râler comme des vieux en buvant notre Ricard dans notre coin, bah, on a décidé de sortir les doigts du cul, comme on dit, et de dire, eh ben, en fait, on va proposer notre méthodologie et on va essayer de faire mieux que ce qui se fait actuellement. Donc l'axe qu'on a privilégié, c'est un axe sans surprise du XUI Design. Et notre parti pris, c'est de dire que bah, là, en fait, la blockchain, ça reste une technologie et que la technologie, c'est quelque chose de formidable, mais ça ne résout pas tout. Et donc, du coup, il faut être un peu plus malin que ça et il faut s'attarder un peu plus sur les usages et de dire, en fait, il va y avoir des gens qui vont utiliser les applications. Et en fait, si on leur propose des applications qui sont complètement éloignées de leurs usages actuels ou en tout cas qui ne reprennent pas les codes actuels, eh ben, on va se retrouver avec un secteur qui patine et qui n'arrive pas à avoir cette fameuse adoption massive qu'on cherche tant depuis des années. Donc voilà, ça c'est vraiment notre parti pris, c'est de dire on va remettre au final les utilisateurs au centre des projets blockchain pour développer des solutions qui sont intelligentes et intéressantes pour tout le monde, à la fois pour les gens qui se lancent dans le projet que pour ceux qui les utiliseront au final. Donc là-dedans, voilà, c'est
c'est dans moi ce contexte, que, je m'inscris actuellement. Donc, on a pas mal de choses qui bougent, et qui avancent. Hem, Peut-être que je vous donnerai une exclue d'ailleurs, on verra en fonction. Là, on a accompagné, un projet, la sortie enfin, qui sort cette nuit là. Et on aura l'occasion d'en reparler peut-être, pour un Otahama ou ce genre de choses. Je verrai, si jamais ça vous intéresse de faire venir le DG de cette boîte, pour les masques. Ça peut être quelque chose de sympa. Et du coup, là, le but pour nous, c'est vraiment de faire, entre guillemets «de la croissance», mais de se développer, massivement et de venir titiller les cabinets comme, KPMG, par exemple, en leur disant: «Bah, oui, vous aviez un monopole, Blockchain Partners, ça a bien marché, c'est la référence, mais maintenant, il y a de nouveaux acteurs qui ont de nouvelles méthodes qui vont venir, bah, vous embêter et surtout, apporter une valeur différente de ce que vous pouvez faire». Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en ce moment, notamment par les projets qui sortiront de chez nous. On n'aura pas peur, bah, là, actuellement, le projet qui sort de chez nous, il est incubé chez nous. Ça veut dire que, les prestations qui sont réalisées, en fait, ne sont pas facturées. On fait, du capital risque pour ce type de projet. Ça nous permet vraiment de dire, bah, voilà, si on repère, des projets à fort potentiel et ben, dans l'idée, on leur offre notre aide et nos ressources, notre savoir-faire et puis après, en échange, on prend, un pourcentage, soit dans la société, soit sur le chiffre d'affaires ou de la levée de fonds qui est générée. Ça, c'est des choses assez classiques. J'ai vu que quelqu'un s'était démute, mais posez vos questions, Super hein, présentation. Non, non, je voulais livrez-vous simplement librement. te dire que tu avais fait une super présentation. C'était effectivement très complet. On a bien compris d'où tu venais et où tu en étais aujourd'hui et ce que tu cherches à faire. C'est beau de vouloir concurrencer les boîtes actuelles déjà bien installées, comme, dont tu as cité Blockchain Partner par exemple, et pour aller même encore plus loin qu'à PMG. Donc, donc ouais, c'est une belle ambition, effectivement. Je pense qu'il y a de la place, comme tu le dis, parce qu'il y a déjà des institutions qui sont, enfin, il y a deux, trois boîtes qui le font, qui sont déjà très connues, très installées, mais qui sont restées sur des protocoles inchangés, en fait, qui n'ont pas tellement su évoluer, à mon sens. Et d'ailleurs, dont on entend beaucoup moins parler aujourd'hui, mais peut-être parce qu'ils sont plus dans le, ils œuvrent plus dans l'ombre. Ça, je sais pas, j'ai pas vraiment suivi. Mais en tout cas, enfin, c'est vrai que tu as une belle expérience, l'UX. Enfin, ton expérience je pense que c'est un truc hyper complet. C'est quoi? C'est l'UX et l'UI, c'est ça? Ouais, c'est ça, UX, UI. Je pense que c'est hyper complet parce que du coup, tu as en fait les deux côtés du. Enfin, t'as des compétences pour les deux côtés de la scène, j'ai envie de dire. Euh, donc, tu fais, j'imagine aussi, pas mal d'analyse data, en fait. Combien de Ouais, temps enfin, où les gens vont cliquer, enfin, aussi. qu'est-ce qui plaît, où les gens vont s'arrêter plus longtemps. Ouais. C'est ça aussi une partie de Ça ton va même travail. Ça va vraiment même plus loin que ça, je te coupe, mais pour reprendre l'exemple, parce que j'en parlais tout à l'heure de la mission sur, parapharmacie en Belgique et au Luxembourg. Bah, pour ces missions-là, il y avait un problème, au sein des magasins. Bah, une partie de ma mission a été de me foutre dans les magasins en «espion» entre guillemets, d'observer les gens et de noter ce qu'ils faisaient. Donc potentiellement, j'en sais rien, quelqu'un qui, arrive dans la boutique, qui s'arrête, qui regarde partout et qui part, et qui fait demi-tour. Cette personne voulait faire quelque chose et rentre dans cette parapharmacie pour un but précis. Au moment où elle arrive dans la comment ça s'appelle? Dans la boutique, là, elle se sent bloquée et il faut comprendre pourquoi elle se sent bloquée et quels sont les facteurs qui font que en fait, elle a été décidée à faire un achat ou en tout cas à chercher quelque chose. Qu'est-ce qui l'a freinée en arrivant dans le magasin? Et c'est vraiment D'accord, des c'est parti choses, jusqu'à là, donc tu as un peu de tout à fait. synergologie aussi. Ouais, en fait, il y a vraiment Enfin, langage non parlé, quoi. tout à fait. C'est vraiment, c'est pour ça que je parlais d'anthropologie tout à l'heure. C'est vraiment de l'analyse de l'humain, et des gens. Il y a un peu de sociologie parfois, ça mêle, beaucoup de choses, mais c'est vraiment de comprendre les mécanismes sociaux d'une part, de regarder quelles sont les interactions entre les personnes et de regarder quelles sont les interactions avec, les produits et les services et ensuite après de faire un espèce de grand tableau de ce qui s'est passé et de dire: «OK, maintenant je vais mettre des hypothèses» en partant et en disant, je sais pas,
Cette personne est rentrée dans le magasin et elle est partie, d'un coup parce que, elle s'est retrouvée face à une masse d'informations trop importante. Donc ça va être ma première piste et ensuite après de retourner sur le terrain, après analyse et d'essayer de valider ou d'invalider, mes théories pour développer après des solutions derrière. Voilà. C'est vraiment un Ça devait être super intéressant à faire. c'est très intéressant, c'est pas du tout commun et en général quand on parle d'UX, on parle souvent d'UI, malheureusement. Mais l'UX à proprement parler, c'est super passionnant. Écoute, ça a l'air vraiment et a priori, ça te bon après tu as eu pas mal d'autres expériences qui ont fait en sorte que tu as élargi ton scope de compétences, comme tu disais. Ce qui est bien, ce qui te permet aujourd'hui d'entreprendre et d'avoir un peu, de savoir un peu tout faire, j'ai envie de dire, c'est important quand tu es entrepreneur aussi parce que Ouais, là effectivement, tu as un cas, toi, qui est très spécifique, où tu as une formation qui est bien précise et pour que tout le monde ici se reconnaisse un petit peu et puisse, tu vois, se dire: «Bon, moi aussi, voilà ce que je pourrais faire ou voilà ce qui pourrait, tu vois, être envisageable», ouais, hem, d'approfondir, ça pourrait être effectivement d'essayer de généraliser un petit peu tout ça, tu vois? Et en fin de compte, peut-être parler d'un point de vue un peu plus général. Alors toi, ton expérience, c'est vrai qu'elle est cool. Ça t'a permis d'arriver où tu en es aujourd'hui à 25 ans. En fin de compte, on s'aperçoit que tu as quand même beaucoup d'expérience déjà par rapport à l'âge que tu as, ce qui est pas commun. Tu as commencé par de l'intérim. Je pense que l'intérim, c'est un petit peu le début de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est comme ça que tu arrives à détecter les personnes qui ouais, sont, tu vois, qui se sentent entrepreneurs. T'avais pas envie depuis le départ d'être enfermé dans une activité qui est toujours la même, euh, toujours dans le même bureau avec toujours les mêmes personnes. Et ça, c'est un signe un peu avant-coureur d'un esprit entrepreneur. Euh, je pense que c'est une bonne manière de détecter, en tout cas, ce type de profil. ouais, Et ça paye, effectivement, ça paye parce que tu as plein d'expériences dans plein de trucs. Et puis pour le coup, même si tu es toujours missionné pour à peu près le même, tu vois, à la base, c'est quand même pour les mêmes compétences, bah, tu travailles quand même sur des trucs qui sont hyper différents à chaque fois. Et ça te permet simplement d'en apprendre plus, surtout, et d'avoir les armes pour aller affronter l'entrepreneuriat pur et dur. yep. Bah, après, c'est vrai que, bon, on se demande enfin, j'entends souvent les questions de, comment est-ce qu'on fait pour entreprendre? Comment est-ce qu'on sait qu'on a envie d'entreprendre? Enfin, tout ce qui mène Alors, en fait à ce genre de choses. Et moi je sais que, enfin, très personnellement, hem, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Depuis tout petit, je sais que je veux créer une boîte. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai oui, toujours ça, été je un pense peu que c'est un hyperactif. ressenti, tu vois. C'est un ressenti Ouais, que chacun, tu vois, et puis il faut être, et puis après, tu as les personnes qui veulent le faire et les personnes qui sont douées aussi pour le faire, parce que c'est bien de vouloir le faire. Mais après, il faut s'en donner les moyens. Déjà, quand tu veux tout le à faire, fait, c'est une bonne étape. tout à Après, il fait. faut s'en donner les moyens et c'est pas toujours évident. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de vouloir mettre un peu de Web 2 dans le Web 3, en fin de compte, pour faciliter un petit peu l'adoption. Une sorte de cheval de Troie, si j'ai bien compris la métaphore. Et je trouve que c'est plutôt smart de revenir à des méthodes qui fonctionnent dans le Web 2 plutôt que de vouloir tout réinventer. On pourrait peut-être commencer par une question un peu assez simple, a priori. Euh, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce que, quelle est la différence en fait entre le Web 2 et le Web 3? Quelles sont tu vois, quelle manière d'aborder un projet Web 3, enfin, quelle différence dans la manière d'aborder un projet Web 3 d'un projet Web 2? Est-ce qu'il faut reprendre tous les mêmes codes et changer quelques paramètres, ou alors au contraire prendre complètement, partir d'une feuille blanche et éventuellement aller greffer quelques codes du Web 2? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors en fait, quand on parle de Web3 et ça c'est ce que j'ai souvent tendance à dire, je comprends le fond de ta question, mais du coup je vais juste un peu dériver. Hem, Vas-y, fais-toi en plaisir, fait je comprends. en gros, on parle de Web3, mais voilà, on range un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Web3, c'est juste une surcouche du web classique. Comme le web 2 a été une surcouche du web classique, et cetera, et cetera. C'est juste qu'on a le web, enfin, on a internet, ensuite on a une surcouche sur internet, c'est le web, et ensuite après sur le web, on a plusieurs couches qui vont, venir apporter des choses différentes. Au même titre que, l'IoT a été une surcouche,
il y a quelques années, novatrice, sur le web, initial. L'IoT, c'est, l'internet des objets, pour ceux qui n'ont pas encore, enfin qui n'ont pas le langage. Mais du coup, en fait, c'est vraiment, une partie du web et du coup, le web englobe, toutes les couches qui sont le web 1, le web 2 et le web 3. Et là-dedans, ensuite, on a, différentes technologies, différents processus, différentes manières de faire, qui s'agrègent pour apporter des réponses, ou en tout cas des compléments de réponses à des problématiques qui se faisaient sentir sur les couches inférieures. Donc là, c'est vraiment de Donc dire toi, ta définition du web 3, c'est tu le web, heu, layer 0 et ouais, ensuite tu as web 1 qu'on peut considérer comme layer 1, layer 2 et là on arrive sur le layer 3. C'est ça à peu c'est près ça, tout pour à fait, essayer de tout d'imager? à fait. OK. Et en fait, la grosse erreur qu'on retrouve, très souvent sur les projets, c'est de vouloir tout refaire de zéro, à partir du web 3. C'est une hérésie sans nom. Pourquoi? Parce que en fait, pour pouvoir apporter des solutions importantes et intéressantes, sur des problématiques, des couches inférieures, il faut parfaitement comprendre quelles sont les problématiques des couches inférieures. Si on n'est pas capable de comprendre, j'en sais rien, que, comment ça s'appelle? On avait un problème, sur le système bancaire et qu'il fallait mettre de la traçabilité et de la transparence. En fait, on n'est pas capable de développer de Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, c'est vraiment, on doit avoir cette base et ce socle en disant, bah, j'en sais rien, par exemple, les cookies sur internet, c'est une hérésie sans nom depuis la création, du web, à proprement parler. Et là, je parle vraiment de la toute première version qui n'a jamais été traitée, depuis des années et qui pourrait être par la couche web 3, intégrée ou en tout cas améliorée, boostée et beaucoup mieux intégrée dans les parcours des gens. Là, actuellement, si vous allez sur la Redoute, vous allez avoir, des cookies qu'il va falloir valider. Vous allez sur, la Fnac, vous avez encore d'autres cookies. Vous allez sur, Twitter, vous en avez d'autres et au final, vous savez jamais ce qui sort. Et donc là, en fait, cette réponse-là est intéressante quand on amène le web 3 parce qu'elle va nous permettre de, mieux contrôler, d'apporter de la transparence, de la clarté, des outils, plus efficients, qui permettront aux gens de mieux gérer, on va dire, leurs données et leur privacy, si je peux dire. Mais Donc ça, évidemment, alors ça, c'est un gros problème ça d'aujourd'hui. Tu sais, moi quand je rentre sur un site et que je peux pas, tout refuser, je rentre pas sur le site ouais, et bah, il y en a je suis beaucoup pas qui bon font alors je ça, suis ouais. peut-être très extrémiste, mais, je suis pas le seul, je suis pas le seul et je pense qu'il y en a de plus en plus qui veulent effectivement pas partager leurs données. Donc ça fait partie effectivement des soucis puisque tu l'as souligné, je voulais faire une parenthèse dessus effectivement du web actuel. Yep. Mais du coup, il y a plein de choses qui vont être amenées, alors que ce soit dans le web ou pas dans le web. Par exemple, les business models. Il y a plein de secteurs d'activité qui ont des business models qui sont obsolètes. Pourquoi? Parce que ils ont été faits il y a très longtemps. Je vais prendre le secteur de la musique, par exemple, parce que c'est un sujet que je maîtrise. Le secteur de la musique, et en tout cas la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, les bases et les fondements ont été posés dans les années 1800. Heu, Aujourd'hui, ça ne fait pas sens en 2023 d'avoir les mêmes mécanismes, qu'à cette époque-là. Pourquoi? Parce que le marché s'est transformé, l'accès à la musique, a été, largement, ouvert. On consomme plus du tout la musique, déjà, comme il y a 20 ans. Mes parents consommaient pas du tout la musique comme moi je la consomme. Aujourd'hui, on a, Deezer, et on peut faire du streaming très facilement. Heu pour ceux qui sont un peu plus vieux, vous avez connu, l'attente, des sorties, des singles, des disques, des albums et cetera, que vous alliez acheter, en point de vente physique. Mais tout ça, en fait, fait que, et bien, le business model ou en tout cas la manière dont, l'économie, je vais plutôt appeler ça comme ça, mais l'économie de la musique aujourd'hui est obsolète. Et quand on regarde, on avait un certain nombre d'outils, du web, qui nous permettaient de commencer à pallier, à cette problématique, mais elles étaient toujours un peu incomplètes. Et c'est vrai que quand on regarde, les dernières technologies, en tout cas les dernières avancées en matière de web 3, et ben là, on va pouvoir pallier à un certain nombre de soucis, notamment de transparence. Par exemple, si je vous mets au défi de me sortir le business model et le modèle de rémunération qui est, effectif sur Spotify. C'est impossible. Vous aurez que des moyennes et les moyennes, elles ne voudront rien dire parce que,
en fait, 90% des artistes sur Spotify se feront chier à la gueule pour que 1% puisse être rémunéré correctement. Euh, donc, toutes ces choses vont permettre de rebattre les cartes, en tout cas sur les économies et sur les flux, et d'apporter de nouvelles réponses. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre en compte. Mais du coup, quand on se dit, bah, par exemple, si on se dit, comment ça s'appelle, redéfinir l'économie de la musique, et ben en fait, on va partir sur une base plutôt web au démarrage, et ensuite on va venir greffer des surcouches Web3 qui vont nous permettre en fait de faire des flux directs et de créer et de contrôler la valeur, ce qui n'était pas possible avec les autres couches du web. Donc c'est vraiment ça le processus, c'est de se dire quelle est la base, quelle est la problématique, quels sont les points de friction s'il y en a, et est-ce que avec les nouvelles technologies, ou en tout cas dans l'optique d'usage et voilà, je veux recréer un projet intéressant, est-ce que la technologie nous permet de débloquer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant? Et c'est pas tout à fait la même approche que de dire en fait, on va vous faire des collections NFT pour faire des collections NFT, on va vous vendre du métaverse pour vendre du métaverse, on va vous faire des super API sur la DeFi qui vont générer 200 000 toutes les 14 secondes si vous faites un salto arrière et un backflip. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et du coup, là, on commence à apporter de l'intelligence et on va pas se centrer uniquement sur il faut mettre une blockchain, il faut mettre un smart contract, il faut mettre un NFT, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Peu importe, on va vraiment se baser sur comment interagissent les flux les uns par rapport aux autres et comment est-ce que je fais pour maximiser, on va dire, l'efficience dans mon système. Et donc après, la technologie, comme n'importe quelle technologie, ce sera un choix arbitraire, parce qu'on entend souvent que oui, il faut aller sur Avax, il faut aller enfin, sur Avalanche, pardon, il faut aller sur Ethereum, il faut utiliser Bitcoin parce que machin, parce que bidule. En fait, ça sera purement pragmatique, au même titre que on fait un choix purement pragmatique quand on utilise un langage de programmation ou qu'on utilise un framework, ou qu'on utilise une base de données ou autre. On agrège, on va dire, les technologies pour atteindre un objectif qui n'est pas technologique. Et donc ça change beaucoup de choses et ça change aussi la manière de concevoir les projets. Et je pense que fondamentalement, c'est ça qui va faire la différence et qui va permettre au secteur d'exploser et de ramener du monde. Je ne sais Écoute, je pas suis si j'ai répondu à ta question. complètement d'accord avec. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est comme au début de tout secteur, tu vois, il y a un peu trop d'abus, un peu dans tout. Enfin, tu vois, tout le monde veut mettre des tokens partout. Maintenant, tout le monde veut mettre Ouais, des NFT et des métaverses partout, effectivement. Et la tout à fait. question vraiment à se poser, c'est pas comment on va développer notre projet autour de la technologie blockchain, c'est est-ce que notre projet a besoin réellement de cette tech, a besoin de ci, a besoin de tokens, a besoin de NFT. Et effectivement, quand c'est à la mode, beaucoup ont tendance à oublier qu'il faut d'abord réfléchir en partant des racines pour ensuite remonter doucement. Si tu prends le problème en te disant, tiens, il faut absolument que je fasse un projet Web3 parce que c'est tendance, euh, c'est à mon sens effectivement voué à l'échec sur du sur Ça du marche pas. sur de long terme. Et puis le fait de pas partir d'une feuille blanche, moi pour ma part je suis complètement d'accord avec toi, parce que de toute façon ils font jamais partir d'une feuille blanche, même pour des plus gros changements. Tu vois, quand il y a même des changements de république, quand tu passes, tu vois, tu changes de république, tu passes de la quatrième à la cinquième république. La cinquième république, elle dit pas on repart de zéro. Elle te dit on change les erreurs qui ont été faites dans la République précédente. Et, Tout à fait. pour tout gros changement, en fait, effectivement, il faut simplement effacer, tenter d'effacer ce qui a mal été fait dans la version précédente pour arriver à une version qui a amélioré pour notre temps, parce que sur le moment, on peut la sentir super. Quand on a commencé à utiliser Internet, on a trouvé ça super. Quand on a commencé à pouvoir justement passer commande, interagir, parce que tu vois, quand on est passé au Web 2, on a trouvé ça génial, sans se douter que derrière, il y avait tout ce, cette matrice de données, euh, parce on savait pas en fait tout bonnement et on cherchait pas à savoir. C'était trop cool. Euh, et là, effectivement, voilà, faut pas abuser du Web 3 qui a plein de. Alors après, je pense aussi qu'on est dans un moment où c'est un vrai chamboulement.
à mon sens, c'est un vrai chamboulement, mais un chamboulement, d'ordre un peu plus mondial, si tu veux. Donc le web 3 peut être un peu plus puissant que le web 2, si jamais il est bien abordé, parce qu'on est dans une phase où globalement l'économie mondiale, elle est bouleversée, enfin tout est bouleversé, les frontières mondiales sont bouleversées, chamboulées, enfin, tu vois? On est dans un vrai mouvement de bouleversement et du Tout à coup, fait. ça ça peut être effectivement hyper, hyper porteur en tout cas de se lancer dans un projet, euh, qui plus est s'il y a une partie Web3 intéressante aujourd'hui, euh, parce que ceux qui se lancent globalement dans cette aventure, ils ont compris qu'il fallait avancer en fait, tu vois. C'est comme si on est au début des points com, faut prendre ton point com, tu vois. Alors je comprends le truc de dire bon, faut qu'on se lance dans le Web3, même si globalement on n'en a pas vraiment besoin parce qu'ils en ont peut-être pas besoin tout de suite, mais finalement, est-ce que ces entreprises-là sont pas finalement, en voulant être surfer sur la vague, vouées à faire un truc cool et à être finalement là avant tout le monde? Les mecs qui ont pris des points com à l'époque, qui avaient, je sais pas moi, une, une serrurerie, Ouais, ils pouvaient pas se douter, enfin tu vois, ouais, son ouais, point com, il lui servait à rien au mec à la base, tu tout à vois. fait. Tout se faisait au relationnel, à la carte de visite, au flying, etc., au flyer. Et donc son point com, il lui servait à rien. Sauf que 5 ans, 10 ans plus tard, bah, le mec qui a pris plombier.com, il a senti le truc. Et du coup, ou serrurerie.com, il a senti le truc. Et pour le coup, euh, il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être une double réflexion à avoir là-dessus. Tu as raison dans ce que tu dis, mais en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le fond de ce que tu dis. Après, je pense que finalement, tout en parlant ensemble, il y a peut-être du bon à vouloir se lancer absolument, à vouloir absolument web3iser son projet. Euh, Si c'est bien fait, ça peut s'avérer être précurseur, Alors oui, je suis s'il y a d'accord, une utilité, hein. mais il faut que ça soit bien fait. C'est Il faut qu'il y ait une toujours le utilité sujet. fondamentale. Si tu prends, par exemple, la collection NFT de La Poste qui a été, développée, je crois, avec Binance, l'année dernière, Ouais, c'est n'importe quoi, je sais, j'ai suivi ça, c'est n'importe quoi. c'est une boîte qui veut à tout prix se lancer dans le Web3. Et est-ce que c'est un bon cas d'école? Non, loin de là. C'est même, complètement à chier. Mais, du coup, oui, il faut, Mais au moins ils ont fait l'effort, au moins ils ont fait l'effort, au moins ils ont eu la curiosité de le faire. Ils ouais, ont mis un pied dedans, ça s'est pas bien passé, peut-être qu'ils vont, alors soit ils vont se dire bon bah on touche plus et là ça sera regrettable, soit ils vont se dire bon on a fait les choses peut-être de manière trop précipitée et au final reprendre un petit peu tu vois être un peu plus early que les autres finalement parce ils l'ont fait. Bon, c'est comme Carrefour, on voit leur Carrefour dans leur truc de métavers dans Sandbox. Enfin, c'est ridicule aussi, mais ouais. bon ils font l'effort. Yes, sauf que après ça peut avoir un double la double lame en disant, en fait, j'en sais rien, là, on est sur des secteurs qui sont assez ouverts, mais si tu prends par exemple l'immobilier, actuellement, il y a encore aucune grosse boîte type Nexity qui a fait le pas. Alors, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, puisque Nexity avait une équipe qui a bossé pendant 3 ans, ça s'est très mal passé en interne, et ça n'a pas été communiqué. Ça, je vous le dis parce que je suis au courant. Et du Ok. coup, au-delà de ça, c'est de dire, bah, en fait, tout le monde attendait, par exemple, la sortie de Nexity pour de la tokenisation immobilière. On a des acteurs américains qui lancent leur plateforme et qui tokenisent l'immobilier déjà dans un certain nombre de pays. En France, on le fait pas parce que en fait, bah, tout le monde a la pétoche parce que le géant du secteur, celui qui tient un peu le bateau, a fait machine arrière sur ce sujet. Donc, c'est pas un bon indicateur de est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et donc, en fait, ils sont tous en statu quo. Ils sont tous en se disant, c'est pas qu'on n'a pas les moyens ou pas l'envie, mais c'est juste qu'on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'être le précurseur, sachant qu'on a eu des premiers, on va dire, des prémices de mauvais échos de la part de plus grosses sociétés comme nous. Et donc ça, c'est dommage parce que tester, ou en tout cas lancer un produit, ne veut pas dire on doit faire des projets tests comme La Poste, même si ça n'enlève rien au fait que voilà, ils se sont lancés, etc., etc. Mais on n'est pas non plus obligé d'aller dans cet aspect-là. Et on peut essayer de, comme je disais, reprendre les bases de ce qui était le Web 2 et de ce qui fonctionnait correctement dans le Web 2, notamment sur les méthodologies, les manières de faire, les manières de comprendre les gens
de concevoir les produits. Ça, c'est un truc qui s'est vachement perdu, alors que quand on regarde dans les faits, on est tous très contents d'utiliser Uber, si jamais vous utilisez Uber, parce que c'est une vraie révolution, ou en tout cas une vraie avancée dans la manière de consommer, les choses. Et en fait, il y a un certain nombre de comment ça s'appelle? Produits comme ça et de services qui ont évolué massivement parce que on s'est dit à un moment, bah, il y a des gens qui utilisent nos services. Et ça, c'est vrai que quand tu regardes, on l'a beaucoup perdu, dans le Web3, à mon grand dam, alors que, voilà, je me disais en tant que vraiment purement UX, UI designer, ça vous le savez peut-être moins, mais, quand on débarque dans une grosse entreprise ou dans un projet, c'est vraiment bon, bah, le designer, c'est celui qui va faire des jolies, maquettes, il va mettre deux trois couleurs, puis ça va rendre sympa. On va pouvoir bien vendre. Alors qu'en fait, le 90% du travail, c'est pas ça. Et les 10% restants, c'est seulement ce qu'on voit au final sur nos écrans ou dans nos mains ou dans nos maisons, peu importe. Mais on avait vraiment fait une avancée massive parce que les gens commençaient à comprendre l'intérêt de créer de l'expérience, de travailler ce type de choses pour proposer en tout cas des services un peu plus élaborés et un peu plus sympas. Et c'est vrai que quand on regarde, et notamment sur la DeFi, bah, en fait, on perd complètement ce truc-là. Enfin, c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas expert de se mettre dans la DeFi. Impossible. Il y a trop de paramètres, il y a trop de nouveaux langages, il y a trop de nouveaux usages qui sont complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de faire en Web 2. Et en fait, ça déconnecte vraiment trop. Et c'est pour ça que actuellement, en fait, on a vraiment une barrière qui s'est créée avec les très sachants, comme les gens super bien éduqués sur The Cryptomask. Petit clin d'œil. Et les autres qui sont plutôt issus du Web 2 et qui ont des usages plus classiques et qui en fait n'ont pas besoin de se prendre la tête avec autant de paramètres à gérer. Et en vrai, on peut les comprendre parce que au même titre que quand vous allumez votre télé, personne ne vous demande d'expliquer que c'est des ondes hertziennes, ça passe par la fibre, des fibres, des fils en cuivre et que c'est raccordé à un boîtier machin et bidule et que ça passe en RJ45. Ça, vous en avez rien à foutre. Vous prenez votre télécommande, vous allumez votre télé, vous allez voir le programme qui vous fait plaisir, passez une bonne soirée, et ensuite vous éteignez la télé. Point barre. Bah, c'est ça qu'on doit amener, ou en tout cas qu'on doit travailler maintenant, parce que pour moi, enfin, en tout cas de mon point de vue, on va dire d'ancien entre guillemets, hein, je prends des grosses guillemets parce que 2017 c'est pas non plus très ancien, mais même depuis 2017, et ben en fait, on se rend compte que le marché est prêt, les institutionnels sont massivement arrivés, c'est ce qu'on attendait depuis un petit bout de temps. Les grosses entreprises se sont penchées sur le secteur, et en fait maintenant faut passer l'étape d'après. Il faut dire, on crée du service et on crée des produits intéressants. Je vois qu'il y a des questions qui sont sorties. Oui, c'est ça, c'est C'est bien qui comme ça. connaît, le TCP/IP, qui sait, comment fonctionne, le HTTP? Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS? C'est quoi la manière Bien d'encrypter la sûr, bien sûr, donnée? bien sûr. Non, mais de toute façon, on est tous d'accord sur le fait de dire globalement qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est de plus en plus facile. On cherche à tout simplifier. Et Ouais. effectivement, pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas de la DeFi, par exemple. Alors, c'est une fausse barrière parce que, tu sais, la majorité des traders, des courtiers, des ce que tu veux, euh, ils vont, tu vas toujours recevoir une tonne de documents. C'est la paperasse aujourd'hui. Elle a fait croire à tout le monde que tout est très difficile à faire en fait. Parce qu'il y a tellement de paperasse, de démarches, etc., que tout semble très difficile à faire. Mais en fin de compte, quand tu creuses un peu, c'est pas si compliqué que ça, et c'est beaucoup de blabla et de paperasse. Euh, Yes. je pense qu'on a perdu cette façon tu vois, on est devenu un peu assisté avec le temps, et pour le coup, ça nous arrange bien. C'est bien, ça crée de l'économie, ça crée des métiers, ça crée plein de trucs. En revanche, on est tous devenus un peu trop assistés, et on ne peut pas prétendre à vouloir reprendre nos données, nos finances, notre vie en main, entre guillemets, l'intégralité de nos biens en main, sans un minimum de compétences. En tout cas, pas de compétences, mais
c'est pas grand-chose. Alors oui, après tu peux aller faire de la DeFi sur PancakeSwap et là, c'est beaucoup moins compliqué. Hem, mais c'est un bon début déjà. Ah oui, Je non, c'est un pense qu'il bon faut début, quand mais même, tu vois? Je il pense faut qu'il faut i quand même que c'est bien d'arriver à l'application, la killer app qui va tout changer et cetera, je suis d'accord. Néanmoins, je pense que ça va venir avec le temps. On a la chance d'être un petit peu justement précurseur dans ça et un petit peu en avance sur beaucoup de gens. Et, pour le coup, et il faut qu'on fasse certains efforts au départ pour profiter, euh, profiter du fait qu'on soit justement un petit peu en avance. C'est comme au début dans la bourse, tu vois. La bourse, quand elle a été créée, il y a plein de gens qui se sont pas intéressés en se disant mais c'est très compliqué la bourse. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Des gens sont devenus très très riches parce qu'ils se sont un petit peu intéressés. Euh, et encore une fois, c'était pas si compliqué que ça. On l'a vu, la bourse, depuis sa création, elle n'a fait que monter, hein. C'est comme le Bitcoin, globalement. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas si, tu vois, ça rend la tâche beaucoup moins compliquée si tu t'y intéressais un petit peu en amont. Et je pense que là, c'est pareil que le Bitcoin. On est un petit peu comme au début de la bourse. Quand tout le monde va y être, bon, bah, tout le monde y sera. Mais nous, on aura la chance d'avoir été un petit peu plus en amont. Et pareil pour la DeFi, et pareil pour tout ça. Je pense qu'il faut faire quand même un peu d'effort parce que si on arrive, c'est pas demain qu'on va arriver à la killer app où tout va être hyper simple, la DeFi, les NFT, etc. Donc, il faut faire un petit peu d'efforts et c'est des efforts qui seront, je pense, récompensés. Mais je comprends le besoin de ton besoin, toi, en tant qu'entrepreneur, en te disant comment je vais pouvoir améliorer les choses, de te dire il faut que forcément je rende plus accessible euh, ce qui est aujourd'hui un peu compliqué. C'est un beau défi. yep. Mais c'est vrai que quand tu regardes dans les faits, et de toute façon, ça se voit, une grande majorité des gens ne creusent pas parce que pour plein de raisons, que ce soit, manque de temps, manque de moyens ou même, complètement incompréhension ou, méconnaissance. Mais, beaucoup vont s'arrêter au 1er truc et en fait, si tu essaye pas de faire un pas vers eux, entre guillemets, pour leur dire, en fait, on va te proposer une solution qui va te faciliter la vie ou en tout cas qui va te permettre d'avoir plus de contrôle sur tes données ou sur ton argent et que ça va te permettre de faire ça, ça ou ça. Et ben en fait, on va rester dans cette espèce de flottement, selon moi. On est dans un entre-deux. euh, et en fait, le marché ne décollera pas d'une certaine manière. Alors, ça le fera parce que les choses avanceront. Mais il faut, enfin, le but vraiment que nous on essaye d'amener, c'est vraiment d'encourager et de pousser cette logique en disant en fait on n'est pas obligé d'attendre 10 ans, 20 ans avant de faire ça. On peut déjà s'y coller maintenant. Et après, dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, ça sera des tests. Donc on avancera par itération. On Il fera faut bien que quelqu'un commence. Il faut tout bien à que fait, quelqu'un s'y mette. tout à sinon, fait. sinon, si tout le monde attend l'autre, effectivement, on C'est n'est un pas peu prêt ça le d'avancer. problème. T'as parlé de la musique tout à l'heure. C'est à mon avis, un des secteurs qui est le plus en nécessité de Web3, de NFT et de ce genre de solutions. Ouais, Le Web 2, il est en flottement. L'industrie de la musique, pardon, elle est en flottement dans le Web 2 bah, depuis le là, départ. enfin, Ils savent pas où se la positionner. musique, Ils c'est savent pas fini. comment faire. C'est Ils savent pas fini. comment faire. Les royalties, qui c'est qui écoute pas, qui c'est qui passe la musique, qui c'est qui la passe pas. C'est une gestion qui est devenue, enfin, c'est devenu globalement ingérable. Tu dois te Ouais. fier au bon sens, enfin, au bon vouloir de plein de monde. C'est devenu ingérable. Donc, effectivement, je pense que eux, ils sont dans une économie où ils vont avoir besoin. Ça va être ceux. Après, il y a peut-être d'autres secteurs que je peut-être pas, enfin, je pense peut-être pas comme ça. Mais à mon sens, la musique attendait ce nouveau web et eux ont tout intérêt à sauter le pas. Et Ouais. quand on t'entend parler, donc, on comprend. Maintenant, est-ce que, enfin, selon toi, euh, comment le Web 3, comment les crypto-monnaies, comment les NFT peuvent venir soutenir un projet entrepreneurial, du coup. Quand toi, tu as une entreprise qui vient te voir, qui dit, tiens, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, euh, c'est quoi, toi, tes axes qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là? Comment le Web3, la blockchain peut soutenir un projet, globalement? Alors c'est une question assez compliquée puisque c'est vraiment, au cas par cas en réalité. Hem, disons que, quand quelqu'un vient me voir pour, un projet, de type Web3,
Ma première approche n'était pas du tout Web3. Comme je le disais, au démarrage, elle est vraiment, plutôt, business, en premier lieu. Elle est plutôt de, savoir si, les insights, donc là, c'est vraiment, tout ce qui est lié, à la profondeur et au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre ou à solutionner? Qu'est-ce qu'on va essayer d'apporter de nouveau, sur un secteur ou sur un produit? C'est ça qui est important, au départ, et ensuite après de voir, est-ce que c'est intéressant, comme je disais ou non, d'apporter de la solution, Web3, derrière? Et de quelle manière? Est-ce que, par exemple, on est obligé de redévelopper toute une blockchain, ou est-ce qu'on peut, se dire: «Bah, en fait, ça, c'est un autre travail», parce que développer une blockchain, c'est encore un autre sujet. Mais est-ce qu'on peut pas, se plugger sur une blockchain qui, remplirait, exactement les conditions, qu'on attend? Donc, j'en sais rien, si on attend, une hyper, décentralisation, bah, on se tournera vers Bitcoin, mais du coup, on sait que de l'autre côté, on perdra, peut-être, en nombre de transactions qu'on pourra traiter, mais du coup, c'est un parti pris. Est-ce qu'au contraire, on a besoin, vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume de transactions, et à la limite, on peut se dire que, bah, la décentralisation est un point, un peu moins important? Donc là, on peut se tourner vers, des, solutions comme, Ethereum, et cetera, et cetera. Tu vas avoir besoin de Et smart contract aussi, dans ce cas-là, effectivement, tu pas exactement. Alors en réalité, les smart contracts peuvent se faire aussi sur Bitcoin, hein, et c'est encore un autre sujet. Mais du coup, écoute, tu m'apprends quelque chose, non, non, si mais c'est tout à fait possible. Et du coup, en fait, c'est vraiment, comme je disais, du choix arbitraire de la technologie, et de se dire: «Bah, j'en sais rien, je vais sur Polygon parce que, j'ai besoin de, exactement autant de nombre de transactions qui est par seconde qui est capable de fournir, le réseau», et les aspects, décentralisation sont un peu moins importants. Ils le sont, mais, à une place moindre, et en fait, on va, vraiment, jouer entre, la sécurité, la décentralisation et la rapidité ou la scalabilité, du réseau. Et après, ça sera vraiment des choses qu'on prendra en compte, et on fera notre choix par rapport à ça. Mais du coup, après, quand on a dit ça, on peut se dire aussi que, les nouvelles pratiques ou les nouveaux usages vont nous permettre, de débloquer du financement aussi. On ne pourrait pas avoir sur certains types de projets, en tout cas sur la mmh, rapidité, d'exécution. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers de tout ce qui est levée de fonds, pré-seed, seed, série A, série B, et cetera. Mais c'est des choses qui sont assez compliquées, assez longues. Moi, pour ma part, juste sur une pré-seed, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, une phase d'amorçage dans un projet. C'est de dire, bah, on porte un projet, on a, une vocation, on a commencé à travailler sur le sujet, on a un plan, hem et sur cette base, on va aller chercher une enveloppe de, X euros ou X milliers d'euros, qui vont nous permettre en fait d'accomplir nos objectifs qu'on va, mettre en avant auprès d'investisseurs. Et donc après, tout le jeu, c'est de dire, est-ce que, vous voulez rentrer pour, tant de pourcents? De combien on dilue, la société? Est-ce que, les fondateurs, sont, absorbés totalement ou intégrés, en totalité dans le projet? Enfin, il y a il y a plein de sujets, en fait, qui vont venir autour de ça. Quand on pense Web3 et investissement Web3, on est capable, en allez, 1 semaine de travail, sans trop de soucis, de monter la collection NFT et de dire, on utilise des NFT pour, faire des phases de financement. Ça, c'est, des choses qui sont très utilisées. Alors, je suis pas forcément fan de cette méthode, en tout cas pas en l'état. Mais on a de nouveaux outils, un peu à la manière du crowdfunding, mais c'est un peu le crowdfunding de la nouvelle couche, Web3, qui nous permet en exact. fait d'aller chercher soit plus vite, soit plus fort, un un investissement initial, ou en tout cas une enveloppe d'investissement pour développer son projet. Donc C'est une nouvelle start-up. exactement. C'est vraiment bien dans le sens où, bah, ça fait gagner du temps, on est, assez flexible, on n'a pas de dilution parce que les gens ne rentrent pas au capital de l'entreprise s'il y a une entreprise qui est créée, et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, si on voulait faire ce type d'opération, sur des business plus classiques, il aurait fallu,
se concentrer sur de la vente, et de la réalisation, on va dire, de chiffre d'affaires, plus classique. Et donc là, ça peut prendre du temps parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà en amont, le produit ou le service qui est opérationnel, et on s'expose aussi au risque, d'échec. Et après ça, c'est, inhérent, à l'entrepreneuriat. Et en fait, là, on va un peu occulter, pas totalement, mais on va essayer de mettre plus de chances de son côté, en ayant des accès plus directs et plus faciles. Et donc, du coup, on n'a pas des VC, par exemple, à aller séduire, mais on peut aller séduire un nombre ou une somme de particuliers, de gens particuliers qui souhaiteraient investir et profiter de rendements par la suite. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant, mais ça doit pas être non plus, pardon, ça doit pas être non plus, comme je disais, la base de la stratégie. Ça, c'est des choses qui viennent vraiment en dernier lieu. Quand on bosse sur un projet, on doit avoir une vision stratégique d'abord. Ensuite, après, on doit avoir une vision de production, que je vais appeler de production, mais qui va être vraiment la réalisation. Donc, j'en sais rien, développer une plateforme SaaS qu'on pourra après connecter avec des éléments de Web3, j'en sais rien, des wallets, des smart contracts, une blockchain, tracer des flux, faire des échanges avec un token, peu importe. Et ensuite, une fois qu'on a pensé tout ça, on va se dire, OK, bah, pour la plateforme, ça va être, allez, 200 000. Pour recruter 10 personnes, voilà, pour nous aider sur le développement de la boîte, ça va être 500 000. Pour faire ci, pour faire ça. Et ensuite, on aura cette liste. Et ça nous donne notre enveloppe. Et ensuite, après, on peut créer des avantages pour dire, on peut créer ce qu'on appelle les fameuses incentives, mais des mécanismes de rétribution qui permettraient aux gens d'investir et d'avoir une contrepartie, soit financière, soit autre, en fonction de ce qui est proposé, mais vraiment de créer un deal entre une personne seule et une entreprise ou un groupement de personnes qui portent un projet. Et ça, C'est c'est un peu important différent. c'est hyper important. Ouais, c'est important ce que tu dis sur la reprendre les codes en fait qui sont importants de base. C'est-à-dire de dire parce que tu sais on reçoit beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets que j'entends parler, passer en AMA, etc. Pas forcément chez nous. Mais il y a beaucoup de projets qui sont passés cette dernière année Ouais, où en fin de compte, tu as des mecs en face, des fondateurs qui n'ont pas prévu qu'ils allaient faire avec les fonds. Enfin, tout n'est pas attitré en fait. Tu vois, tout à fait. tu vois ce que je veux dire. Tu dis à des Ça gens, mais arrive si vous très faites souvent. pas sold out, si vous faites pas sold out et que vous vendez que 30% de la collection, il se passe quoi? Ah bah si on fait pas sold out, c'est pas grave. Euh, Comment ça, c'est pas grave? Bah, donc, enfin, tu vois, si tu peux faire avec 200 000, pourquoi tu veux 800 000? Enfin, et du coup, il y a effectivement beaucoup d'abus à ce niveau-là, ou parce que c'est justement une nouvelle méthode un peu fun, ou finalement ça reste un peu, tu vois, ça reste une sorte de jeu, en quelque sorte. On va aller chercher plein de sous, et puis si on récolte, c'est bien. Euh, Plus on a de sous, de toute façon, plus on va pouvoir faire de choses. Hein. C'est ça. Et ça, c'est une très mauvaise logique C'est une très de mauvaise logique. pensée. Effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fait cette erreur de réellement pas adosser leur collection à ce dont ils ont réellement besoin. Et ça, c'est dramatique. Donc, je te rejoins sur le fait de partir d'une logique fondamentale qui est de dire j'ai besoin dans la prochaine année, dans les 6 prochains mois, dans les prochaines années, en fonction de, 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 de la prochaine rentrée d'argent, en fait, euh, de temps. Et si je lève pas de temps, bah malheureusement, je pourrais pas faire ce que je veux, mais très peu te le disent. Tout à Et fait. ça finit en général plutôt mal. Donc, je ne peux que valider ton process. Yes. Et pour la petite anecdote, il y a, alors vous ferez vos recherches, mais je ne citerai pas de nom. Il y a un métaverse français éducatif qui a fait un tour de table à 28 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a de ça petite année. On Euh, en connaît qu'un, hein. Ils sont passés chez non- nous d'ailleurs. Normalement, il y en a qu'un. Je connais très bien d'ailleurs des advisors du projet qui sont des gens qui n'ont pas forcément à voir avec enfin, la blockchain, Web3 initialement, hein. C'est vraiment des gens web plus classiques qui du coup ont investi aussi sur ce projet. Et donc du coup j'ai eu des nouvelles il y a c'était en février je crois, février 2023,
de ce truc-là. Et j'écoutais du coup les fondateurs du projet m'expliquer que, et ben, en fait, sur les 28 millions, ils ont déjà cramé les trois quarts. Les trois quarts, on sait pas trop dans quoi. Qu'il leur restait, bah, un quart des 28 millions, donc ce qui laissait quand même suffisamment d'argent pour faire un développement propre et un lancement. Et que en fait, bah, ils allaient refaire exactement, voire plus, une levée pour aller chercher 40 millions. Alors 40 millions pour faire quoi? On ne sait pas, mais comme ils avaient levé 28, et ben ils se sont dit: «Bah, il nous reste suffisamment de traction pour aller chercher, 40 millions». Et donc du coup, ils se sont mis en tête d'aller chercher ces 40 millions. Alors dans les faits, on parle pour répondre à la question, on parle d'un projet métaverse français éducatif. Faudra que tu recherches. J'aime bien ta façon de cacher ca- cacher le nom du projet concerné. Mais du Ok, coup, en mais je fait, savais pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Vas-y, je suis très curieux de ce que tu racontes. mais du coup, en fait, on se rend très vite compte. Et alors ça, sachez-le, c'est pas du tout réservé au Web 3, hein. Alors là, loin de là. De l'époque internet, c'était exactement la même chose, quand, il y avait des levées de fonds dans tous les sens, les mecs levaient, 6-7-8 millions, sans un pitch, sans juste avec, le début d'une idée, les mecs ils levaient de la thune. C'est un peu le même, principe, mais c'est de dire, en fait, il y a trop de projets encore qui, comme je disais, se disent: «On peut aller lever parce qu'il y a de l'attraction de marché, il y a du cash». La différence a été phénoménale entre, 2017 et 2020. Je vous le dis, hein, moi, quand j'ai vu la différence, et que je me suis dit en 2021: «Mais putain, en fait, toutes les boîtes du secteur, elles ont toutes gagné au loto en même temps là, c'est pas possible et elles créent de l'argent». Et bah, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah, les mecs, en fait, ils ont fait énormément d'argent en même pas un an, au final. Et l'argent appelle l'argent, donc forcément, quand il y a de la spéculation, bah, il y a encore plus d'argent qui rentre, forcément. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un bear market, aussi important et qui n'est pas fini, mais ça, c'est une parenthèse que je vais fermer très vite. Hem, Tu vas nous déprimer tout le monde là. oui, c'est pour ça. Et du coup, en fait, on se rend compte, que ce soit dans les business classiques ou dans les business du web 3, que, bah, beaucoup de gens se lancent, en se disant: «Bah, il nous faut, 3 millions au doigt mouillé». 3 millions, si on fait les 3 millions, c'est cool. Si on fait moins, bah, c'est pas grave, on aura fait de l'argent. Et comme tu dis, bah, si on fait moins, bah, voilà, on lancera, peut-être ça, peut-être ça. Ça n'a aucun sens. Après, on peut se dire, dans une objectif business et stratégique, on pourrait se dire, je veux, aller chercher 1 million, par exemple. Et si je lui en fais 500 000, ce qui peut arriver, parce que il peut y avoir aussi des échecs, c'est pas non plus un échec total, puisque j'ai aussi un plan qui est un plan graduel. C'est-à-dire que, on va se dire, ok, dans la tranche 0 à 100 000, je vais pouvoir développer telle petite partie de mon projet. Donc ça va juste prendre plus de temps, mais voilà, je vais construire mes briques au fur et à mesure. Si je suis dans la tranche 100 000 à 500 000, je vais pouvoir rajouter deux autres briques supplémentaires. Et si j'arrive à mes 1 million, eh ben, j'ai mon projet complet et je vais pouvoir continuer à développer et je vais pouvoir faire mon lancement en temps et en heure, comme sur le Mais premier. tu sais, je fais une parenthèse là-dessus parce qu'au départ, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient, pour ceux qui étaient déjà dans les NFT à l'époque, des Bored Ape, des Cool Cat et tout ça, euh, à cette époque-là, euh, il y a personne qui disait tiens, je lance un mint et, euh, et je pense au sold out en fait. Tout le monde n'avait pas cette prétention. Et la majorité des gros projets, même qui avaient une hype extraordinaire, qui ont été sold out en 2 secondes, bah sur leur roadmap, c'était bien indiqué, à partir de 10% de NFT minté, bah on va pouvoir faire ça. Dès qu'on a 20%, bah on va pouvoir faire ça. 30%, on va pouvoir faire ça. Et en fait, tu avais un projet qui était logique, parce que bon, Tout à après, fait. ça n'a pas forcément été respecté. Mais au moins, il y avait une logique derrière qui Dommage. disait, ouais, mais dommage, mais tu vois, au moins, enfin, c'était pensé logiquement. Et les mecs disaient, bon, on va pas forcément sold out, mais si on sold out pas, voilà ce qu'on promet avec les 10, 20, 30, 40, 50, 70%, etc., qu'on va récolter. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu as des projets qui se lancent, qui disent, tiens, il y a 6000 NFT, ils te disent pas, ils n'ont pas la prétention
ils ont pas pardon, l'inverse de la prétention de se dire, effectivement, bah, on va peut-être pas sold out, donc tiens, à 10-20%, on va pouvoir faire ça, tiens. Et il y a plus ça. Et donc, je trouve ça bien dommage, effectivement. Et encore une fois, il y a beaucoup d'abus, comme tu disais à l'époque C'est normal. des startups. Enfin, tu vois, quand il y a de l'argent, quand il y a des moments comme ça d'euphorie ou de l'argent, là, c'est plus dur. C'est un peu plus les temps sont un peu plus durs. Il y a eu des périodes d'abondance. Là, les temps sont globalement plus durs pour tout le monde. Donc, ça se ressent Ouais, mais en très, même temps, très tu as concrètement. quand même, enfin, tu moins de projets qui se lancent, mais ceux qui se lancent arrivent à quand même, générer des grosses sommes. Et juste pour répondre à la petite question de Konoim, sur le chat, est-ce que c'est vraiment un PowerPoint qui est vendu à 28 millions? Alors dans les faits, non, c'est une infrastructure ou en tout cas une perspective. Donc tu as normalement un plan, une équipe à valoriser et cetera et cetera. Mais en même temps, quand tu es un VC et que tu rentres sur une première phase où il y a 28 millions levés, tu peux être quasi sûr que ton exit, parce que quand tu investis, il te faut forcément une perspective soit de croissance, soit de pouvoir revendre tes parts exactement comme, avec un token ou autre, ou, d'avoir des avantages ou un rendement régulier, peu importe. Mais là, tu peux être sûr qu'avec 28 millions de levée, s'il y a une deuxième levée qui est replanifiée à 20 millions, donc ça va monter, ça va porter la valorisation à 48 millions. Et bah ton exit, elle est toute trouvée parce que du coup, tu vas vendre tes parts qui ont été achetées à des prix préférentiels à ceux qui vont rentrer. Et ensuite, après, tu libères ton capital. Et donc là, en fait, toi, en tant que VC, stratégiquement, tu peux te dire que tant qu'il y a du buzz, tant que ça marche, tant que machin, en fait, t'as pas besoin de plus parce que ta perspective de sortie est déjà toute trouvée. Et tu fais des opérations sur du très court terme. On n'est pas sur des opérations long terme. Tu as beaucoup de VC qui privilégient les startups voilà, à forte traction comme ça pour pouvoir générer du cash rapidement, pour ensuite, après, débloquer ce cash et l'investir sur des projets plus long terme. Parce que quand tu investis long terme, c'est cool, mais ça rapporte plus au final, ça on est d'accord, mais c'est beaucoup plus long à se mettre en place d'une part, et en plus ça bloque ta trésorerie, en tout cas ton cash flow. La rotation de ton cash reste bloquée dans un projet. Et donc du coup, en fait, bah, tu es obligé d'avoir, dans des périodes d'abondance, comme disait Cryptomat, tu es obligé en fait de surfer, enfin obligé, on s'entend, mais tu peux largement profiter de ces phases pour dire, bah, en fait, j'investis dans tout et n'importe quoi. Je mets 50 000 sur 10 projets, il y en a un qui va faire x10, tous les autres vont se cracher, ça m'aura remboursé la majorité de mes investissements et basta. Et tu vas pas plus loin. Et tu fais évoluer ton cash comme ça. Et ensuite, après, sur les phases où c'est un peu plus tendu, bah, là, tu vas chercher des vrais projets. Là, tu casses les couilles au mec pour dire ouais, il me faut un plan, il me faut une vision, il me faut du financier, il me faut du machin, il me faut du bidule. Et ensuite, après, tu peux investir. Pour prendre en comparaison, vous regardez l'affaire FTX, c'est un très bon révélateur de ce genre de pratique. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais une grande majorité, si ce n'est la majorité des gens qui ont investi, et des VC, des entreprises qui ont investi sur les autres tours de FTX pour porter la valorisation à plusieurs milliards, et ben eux n'ont absolument pas demandé comment ça s'appelle, d'analyse financière, d'audit financier, comme il serait opportun de faire dans n'importe quel business. Ça, je vous le dis, ça n'a pas été fait. Et les mecs se sont retrouvés sur un espèce de call Teams avec SBF. SBF leur a dit: ah bah vous inquiétez pas, on a un super plan, on va valoriser, on a acheté des bureaux à Miami, c'est trop bien, venez, ça va être le feu et tout. Les mecs ils se sont dit: bah en fait le mec il est tellement gros, c'est le too big to fail, pas besoin de plus, on investit. Et c'est comme ça que l'argent amène l'argent. Et en fait, euh, les, euh, les stratégies d'investissement, en tout cas euh, le, on va dire tout le processus entrepreneurial qu'il faut mettre en place en tant que nouveau projet, bah, c'est vraiment exclusivement réservé aux nouveaux projets. Quand on est déjà un gros projet bien en place, bah, en fait, c'est très facile d'aller lever de l'argent. Vous êtes un ledger et ils l'ont prouvé en faisant des tours de table à 380 millions de dollars il y a 2 ans.
Et bah, oui, c'est, super facile d'aller chercher ce genre de somme et Sorare, c'est exactement pareil. Donc ouais, ouais, c'est des choses qui sont très, très courantes, aussi bien dans le Web3 que dans le comme je disais, dans le business classique. Et malheureusement, c'est plus facile, de le faire, sur le Web3 parce que justement, il y a moins de contrôle. Voilà. Merci, pour le même créateur, Jorn. Ça me fait, bien bien rire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, aussi. Il est excellent, Jorn. Il nous fait des mèmes en live comme ça dans chaque vocal, c'est incroyable. On a trouvé ton mème, hein. Tu vois, t'as ton nouveau mème. Ouais, bah, superbe, ça me va. Il est très bien. Il est, il est excellent. On va le passer en, je sais pas comment on fait, en D'ailleurs, emoji sur sur le serveur, celui-là. si vous voulez faire un mème sur le fait que, je me suis fait hack mon wallet, que je me suis fait piquer mon CryptoMask et qu'il a été vendu à Doc Marmotte, vous pouvez le faire, ça c'est cadeau, je vous le donne. Ouais, ça mérite un mème, ça. Ça mérite un, Celle-là, elle est collector. Collector. ça, là, c'est un mème collector, ouais. Ça mérite peut-être même un NFT Oui, ça gravé probablement. sur la blockchain. Non, Ah mais quelle triste si, je vous histoire. jure, C'est vrai que il y a aucune c'est une très triste histoire. C'est une très triste histoire, effectivement, cette histoire de piratage, parce que c'est vrai que quelques jours avant, ou semaines avant, tu avais fait un tweet en disant ça, c'est mon cryptomasque et je ne le vendrai jamais. ouais, c'est Et ça. quelques jours, semaines plus tard, tu te fais pirater. Ça m'a fait Pendant beaucoup de peine. pendant la période de Noël, je m'en suis rendu compte en rentrant des vacances de Noël, je me suis dit: «Bah, joyeux Noël» et j'avais bon, au-delà des cryptomasques, je me suis fait, pour la petite histoire, je me suis pris un keylogger sur mon ordinateur. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un en fait, ça vous donne accès comme un TeamViewer, à l'intégralité de ce qui est tapé, et de ce qui est, cliqué sur, l'ordinateur de quelqu'un. Et je m'en suis rendu compte, très tard. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que justement, j'ai vu que, un de mes wallets, avait été vidé, où j'ai perdu, un rein, pour faire simple. Et le deuxième wallet où il y avait, uniquement le CryptoMask, et je crois qu'il y avait, peut-être un autre NFT, mais, c'était un NFT à la con, que je gardais. Et en fait, je me suis dit: «Mais attends, pourquoi le propriétaire de mon CryptoMask est, Doc Marmotte?» Je me suis dit: «Ça y est, il m'a hacké». Non, mais du coup, j'avais un peu le seum, mais Pas le genre de doc. Mais ouais, non, il a été très sympa. Je lui ai envoyé un message pour lui dire: «Bah, en fait, tu as récupéré mon NFT et je viens de me rendre compte mon wallet a été hack». Et après, il m'a tout de suite proposé, il m'a dit: «Ah, est-ce que tu veux que je te le renvoie et tout?» Et je lui ai dit: «Bah, non, tu l'as acheté, donc c'est acheté, c'est dans le circuit. Ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre, donc garde-le, ça me fait plaisir». Voilà. bon, il est resté là, il est resté dans la famille et tu as eu une bonne réaction, mais c'est vrai que ça fait de la peine. Et puis, bon, je t'avais tout de suite dit, avec ou sans masque, de toute façon, tu restes expert chez nous, hein. Yep, C'est pas le carrément. débat. Et du coup, bon, du coup, oui, t'as plus de cryptomasque pour le moment. Pour le moment, ouais. Et je vais y revenir, mais faut que je me repenche sur, Mais je dis pour le moment, mais parce qu'en fin de ouais. compte, tu as une faculté à faire de l'argent, qui pourrait faire en sorte que là, si tu t'y mets sérieusement, tu peux facilement en racheter un dans quelques jours. Pour la petite Oui, oui, histoire, oui, pour ceux qui il y a n'étaient pas pas là, de Cryptodin avait gagné le premier airdrop. Et le premier airdrop à la sortie de la collection, c'était un drop de 1 Ether pour un gagnant. Euh, C'était pour fêter la fin du mint. Et donc, c'était un beau premier airdrop. Et c'est Cryptodin qui l'avait gagné. Euh, il a tradé avec quelques jours et il nous l'avait renvoyé. C'est ce qu'on avait, c'est l'Ether qui nous avait servi à démarrer le wallet communautaire à l'époque. Et du coup, voilà, donc Cryptodon a des facultés de trading assez impressionnantes. Euh, Tu avais du coup donc doublé l'Ether et renvoyé c'est ça. le bénéf. Euh, donc je suis sûr que si tu te mets sur le besoin d'un cryptomask, tu vas y arriver. Ouais, ouais, non, mais il y a pas de en vrai, il y a pas trop de problème, après pour refinancer un CryptoMask. C'est juste que, en ce moment, je suis tellement sous l'eau que j'avoue que là, j'ai pas, enfin, je passe pas trop de temps à trade en ce moment. Je suis vraiment full focus sur le cabinet et sur, plein d'autres choses derrière, parce que j'ai aussi un serveur, Discord qui s'appelle Muchcoin, où on fait, de l'éducation, qui est un peu Oui, plus. j'ai vu ça sur ton Twitter. Je voulais te demander ce que c'était, ça, Muchcoin. Muchcoin, Effectivement. bah, Ok. c'est quand j'ai créé mon Twitter, j'ai aussi, lancé un Discord, communautaire, où on forme des gens. Là, il y a un système de professeurs, avec, des débutants jusqu'au niveau expert, et en fait, le but, c'est vraiment d'accompagner les gens.
pour qu'ils puissent se former, gratuitement, sur un certain nombre de sujets, principalement investissement, trading. Là, on a rajouté le volet un peu, finance traditionnelle avec un professeur qui a des comment ça s'appelle? Des compétences et qui a un diplôme en M&A et qui bosse dans un gros cabinet, et du coup, il nous aide. Du coup, bah, le but, c'est vraiment de permettre à ceux qui voulaient se donner un peu les moyens de bosser sur ça, d'arriver à leurs objectifs. Du coup, on a accompagné, enfin, moi, j'avais pris, à l'époque, avant de faire le Discord Matchcoin, j'avais pris quelqu'un, qui était un de mes tout premiers followers avec qui, j'interagissais, qui s'appelle, Cryptoby et qu'en fait, j'ai accompagné, complètement pour voir si, j'étais capable de former quelqu'un, correctement bah, maintenant il est professeur sur, le Discord et c'est lui qui, est, moteur, on va dire, de l'apprentissage des nouveaux élèves et lui aussi a pris un «padawan» entre guillemets, il est en train de le former et ce padawan est devenu expert sur le Discord. Donc c'est que ça la «méthodologie» entre guillemets, fonctionne, plutôt pas trop mal. Voilà. Mais ouais, du coup, on fait pas mal de choses. Et je pense que pour revenir sur le sujet, on va dire plutôt entrepreneurial du, heu, du call ou en tout cas de l'AMA, hem, que moi j'aimerais vous dire enfin après c'est, 1 année et demie on va dire vraiment d'entrepreneuriat pur, c'est qu'il faut vraiment jamais rien lâcher. C'est le plus important, il faut avoir la dalle. Alors déjà, il faut pas faire ça pour l'argent, vraiment pas. Si vous faites ça pour l'argent, vous faites pas ça pour les bonnes raisons. Faites-le pour autre chose, quelque chose qui vous tient à cœur et là où vous portez vos valeurs, en tout cas. Moi, je sais que l'argent n'a jamais été une finalité, mais un moyen de faire quelque chose de plus grand. Hem, donc c'est pas mon en tout cas, c'est pas ma vocation première. Et une fois qu'on a dit ça, c'est n'ayez pas peur de vous lancer non plus. C'est pas parce que, vous avez pas le profil entrepreneurial. Oui, c'était bien celui-là, mon NFT. Hem, Désolé, hein, pour non, la non, mais ça t'inquiète, peut t'inquiète. faire un petit pincement, mais désolé. RIP. C'était pour répondre à John. Ouais, donc du coup, en fait, il y a jamais vraiment de bon moment, pour se dire, «J'ai envie de me lancer». Heu, Vous trouvez toujours des gens qui vous diront, «Tu trop jeune, t'as pas les compétences, tu jamais fait ci, t'as jamais fait ça. Là, tu vas avoir, j'en sais rien, un événement, dans ta vie qui va te prendre du temps, un mariage, des enfants, ou alors, des, soucis familiaux». Il y aura toujours soit des petites aspérités, soit des contrariétés dans la vie qui feront que, en fait, c'est jamais le moment. C'est exactement pareil que, se dire, «Je veux m'engager avec une femme ou un homme», et de se dire: «Bah, en fait, je suis pas prêt parce que ci, parce que ça». On n'est jamais prêt, en tout cas pour ce genre de choses, pour ce genre de gros changements. Mais en même temps, ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est là où on est le plus efficace. Alors, il faut pas avoir peur de faire ça. Ça, c'est une évidence. Comme je disais, il faut travailler énormément. Moi, je bosse quasiment 12 heures par jour, tous les jours, depuis bah, 1 an et demi, le week-end inclus. Je vais prendre une semaine de vacances là, à partir de vendredi. Je vais aller surfer à Biarritz parce que j'en ai plein le cul, pour faire simple. Mais j'ai envie de me poser et j'ai envie de me reposer. Quand on fait quelque chose qu'on aime profondément, ou en tout cas pour lequel on se dit bah putain, je suis content de me lever ce matin pour aller au travail et je vais pas travailler, mais je vais m'amuser. Ça change complètement la manière dont on appréhende le travail et en fait, on compte plus du tout ses heures. Euh, on, on se donne beaucoup plus, en tout cas, dans ce qu'on veut faire et ce qu'on veut accomplir. Et en fait, bah, ça nous permet de nous dépasser et d'aller chercher des compétences qu'on n'était pas capable de faire. Moi, quand je me suis lancé, je me suis lancé à 23 ans. Tout le monde m'a dit, mais 23 ans, c'est quoi ton expérience de la vie, blablabli, blablabla. Quand je vais voir actuellement des patrons de boîtes qui font 500 millions de chiffre d'affaires du haut de mes 25 ans et que on me dit oui, mais vous êtes très jeune, qu'est-ce que vous avez fait avant, pourquoi vous êtes là?
et que au bout de 20 minutes de call, le mec me dit: «Bah, en fait, je suis super content de vous avoir rencontré parce que c'est super intéressant et qu'on m'a jamais dit ce que vous m'avez dit». Et bah, là, je me dis que j'ai réussi et que, j'ai dépassé, les, croyances limitantes comme disait, Konohim sur le chat. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, en fait, faut se donner les moyens de passer cette étape. Et une fois en fait qu'on l'a fait, déjà au-delà de la satisfaction que vous allez en dégager, ça va vous permettre de débloquer plein de choses. Et ensuite, ça va changer totalement enfin, votre mentalité, heu, qui va, vraiment se développer et qui va, «s'ouvrir au monde» entre guillemets, en disant, là aujourd'hui, moi je suis, UX/UI designer, mais je suis capable de faire de l'administratif alors que j'ai horreur de ça. Je gère la compta, je suis capable de faire de la vente, je vais, faire, des plans stratégiques pour des boîtes, des grosses boîtes ou des plus petits projets. Je suis capable d'aller placer mon risque, sur des sujets. Voilà, ça me permet d'avoir, une palette et de ne pas être spécialisé. Parce qu'en fait, quand on est spécialisé, c'est pas quand on veut entreprendre. Quand on est spécialisé, Exactement, c'est quand on est, exactement. plutôt qu'on travaille pour quelqu'un. C'est quelque chose qu'on peut valoriser. Donc, l'hyper spécialisation peut être valorisable. Mais quand on veut monter son projet, bah, là, on est obligé de s'ouvrir et de se généraliser pour bien comprendre avec qui on bosse et de quelle manière. Il faut effectivement Je toucher à tout et je Ouais. te rejoins complètement sur le sujet de pas hésiter à sauter le pas. C'est hyper important. Pour imager un petit peu, vous montez sur un plongeoir de 25 mètres. Alors ouais, ça fait flipper quand vous êtes en haut, si vous regardez en bas et plus vous allez regarder et moins vous allez avoir envie de sauter. Donc j'ai tendance à dire: «On monte, on regarde pas, on saute». Et puis effectivement, entreprendre, c'est ça, on peut rater son saut. Et parce qu'on a raté son saut, on va apprendre à nos dépens, parce on va s'être fait mal peut-être en arrivant sur le dos, en faisant un plat, et on va se dire tiens, bah, la prochaine fois, je vais sauter, mais je vais pas arriver comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure des sauts, il y en a qui tout de suite arrivent à très bien sauter, coup de bol, et puis il y en a qui ont besoin de deux, trois sauts parce que mauvais atterrissage, mauvais démarrage, bon, et à force de sauter, on apprend. Et c'est en tombant qu'on apprend, mais c'est pas, cette expression n'est pas là pour rien. C'est la vérité. Dans les cryptos, on se rend compte aussi, c'est en perdant de l'argent, c'est un parallèle à tomber, c'est pareil. Quand on perd de l'argent, ça fait mal. C'est en perdant de l'argent qu'on apprend effectivement et qu'on ne fera plus l'erreur. Et c'est important aussi de passer par là, donc faut pas avoir peur de sauter. Le plongeoir est haut, l'entreprendre, c'est effectivement se jeter un peu dans le vide, mais, euh, mais la sensation peut être excellente. Et l'atterrissage en, tout en beauté si effectivement c'est bien fait. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, c'est très imagé, mais c'est vraiment ça. Prenez-vous des claques, mangez-vous des plats, c'est pas grave, du moment que vous avez, l'objectif en tête et que, après, vous savez à peu près où vous allez et pourquoi vous voulez le faire. Enfin, il y a pas grand-chose qui arrêtera quelqu'un qui est dans cette démarche, parce que déjà vous apprendrez beaucoup de choses sur vous-même, vous développerez vos compétences et puis aussi vous deviendrez, bien plus pugnace que, la majorité des gens. Et ça, c'est une qualité qu'il faut continuer à développer. C'est un peu, en écho avec, la valeur du travail, mais, c'est de se dire que, en fait, le travail, c'est pas c'est pas que du travail, c'est, plein d'autres choses. C'est, des relations, sociales, c'est un équilibre de vie, enfin, c'est beaucoup de choses en réalité. Et donc du coup, il faut l'entretenir et quand on entreprend, bah, on est vraiment dans enfin, c'est vraiment plutôt un lifestyle qu'on développe et qu'on met à jour. Là, il est, 22h30, je suis toujours au bureau. Madame, en train de m'envoyer des messages, je viens de voir et je sais qu'elle est en train de m'engueuler parce que, il est 22h30 et qu'est-ce que tu fous, quoi? Mais c'est Mais pas c'est grave, ça. Un c'est pas grave. entrepreneur, c'est un peu la vie d'artiste. On gagne, des fois, on gagne pas d'argent, on finit très tard. euh, et c'est comme ça, c'est le jeu, mais le jeu en vaut la chandelle, effectivement. Et si on va pas te retenir trop longtemps, on voudrait pas te causer des problèmes en Non, arrivant à non, la non, maison. mais posez vos questions, posez vos questions. De toute façon, je m'étais dit à peu près, 30-45,
pour Tu vois, d'autres créativité, On ouais. a Jordan qui a une façon, tu vois, il est pas même créateur pour rien. On parle de plonger dans l'eau et tout de suite lui vient Aquaman. Tu vois, c'est une façon de penser aussi, tu vois. Moi, je sais que par Ouais, exemple, tu vois, clairement. et c'est pour ça que Jordan est notre même maker. Parce qu'il voit Aquaman quand on parle de plongeoir. C'est extraordinaire. Et puis en plus, là, il me dit, d'aller voir, l'hôtel du cul tourné. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais être forcé de coucher, à l'hôtel du cul tourné. Et tu as trouvé un acolyte pour ta session de surf à Biarritz, parce qu'on a effectivement Mako, surfeur de la communauté, Trop bien. avec qui tu vas pouvoir aller surfer. Ouais, non, mais grave, avec plaisir. Moi, là, j'y vais vraiment que pour ça. J'y vais tous les ans depuis, 3 ans maintenant, aux mêmes périodes. Et du coup, je vais faire un peu de surf, à raison de 6 heures par jour si on y arrive avec les marées et s'il fait pas trop moche, enfin, si le temps est pas trop dégueulasse. Mais ouais, ça sera avec plaisir qu'on se retrouve au pic, Mako. Ouais, je vais pas oublier Chronos, qui a priori est un surfeur aussi, mais de l'autre bout du monde. Il faudra aller un peu plus loin si tu veux surfer avec Chronos. Oui, ah oui, c'est sûr. Normalement, il fait beau. Ah, belle photo de pied. Aïe, aïe, aïe. On voit un peu de tout passer, hein, ici. Et puis à l'époque, tu t'aurais traîné un peu sur Discord tout au départ, aux alentours de 11 heures du soir. Tu aurais pu être surpris de Oui, ce bah, qui s'y passait. j'imagine. La joie des communautés Discord. Vive Non, non, l'anonymat. mais c'est incroyable. Ouais, mais bah, on est masqués, on est tous masqués en même temps. C'est vrai, Autant en c'est vrai. profiter. Ah, moi, je suis plus masqué, c'est bon. Non, toi, Je suis t'es complètement je suis démasqué. Ouais, c'est ça, je suis démasqué dans tous les sens du terme. Non, mais voilà, donc si Et jamais, donc, toi, pour faire un petit bilan, bon, là, ouais, pour pas trop, on va pas faire trop attendre madame, quels sont selon toi, maintenant, pour parler quand même un petit peu, pour faire suite un peu à ce qu'on se disait, les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir en fait entrepreneur dans le projet Web3? C'est quoi, à ton sens, maintenant qu'on a dit tout ça, en quelques mots, une synthèse, tu vois, des compétences et des connaissances nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat Web3, j'entends. yep. Alors, je sais que ma réponse va pas te satisfaire, mais je réfléchis pas trop en termes de compétences et ça serait pas logique de dire ça, sachant que je vous ai dit, juste avant que, il faut se généraliser. Vous pouvez très bien être, issu de l'art ou même, de la restauration ou peu importe. À partir du moment où vous êtes, c'est plutôt une mentalité, Une disons. fibre, ouais. Ouais, c'est vraiment une fibre et c'est de se dire: «OK, par exemple, je suis restaurateur, la journée, j'arrive à dégager du temps, le soir pour, commencer à me renseigner, à chiner, à diguer, à regarder un peu comment ça fonctionne, ce genre de choses et à commencer à développer, hem, ce genre de compétences qui sont vraiment spécifiques, au Web3. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir une vision large, heu, suffisamment éclairée pour faire le tri entre, les merdes et pas les merdes. Ne pas, s'attacher à un projet en particulier, mais vraiment de prendre, le domaine dans son ensemble. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à faire on va dire des rattrapages et ce que je vais appeler plutôt de la spécialisation, mais de vous dire: «Bah, là, j'en sais rien, je vais me faire, un MOOC, ou regarder une vidéo sur, le développement à proprement parler de smart contract pour comprendre comment ça fonctionne». Éventuellement mettre les mains dedans, ça peut être un plus, mais c'est vraiment d'essayer voilà, de toucher à droite à gauche, de regarder, de se dire: «Voilà comment ça fonctionne, quelles sont les compétences nécessaires?» et cetera et cetera. Et ensuite, une fois que vous aurez suffisamment de connaissances, en fait, pratiquer va vous donner une vision business et ça sera la base et la structure, de tout ce que vous ferez plus tard. C'est de se dire en fait, hem tout ce qui va leader, mes décisions, ma stratégie et cetera, c'est un objectif business. Donc c'est de dire, bah, voilà, je veux créer ou résoudre, tel ou tel souci, et je vais créer, voilà, une demande et une offre. Et quand vous êtes rentré là-dedans et ben, comment ça s'appelle?
quand vous êtes rentré là-dedans, en fait, là, pour moi, vous commencez à être prêt à être, entrepreneur. Et du coup, c'est tout un processus, en fait, qui prend un peu de temps. Moi, pour comparaison, j'ai mis, bah, je vous dis à peu près 6 ans, pour arriver à ça. Parce que je me suis senti prêt, parce que, voilà, même plus au-delà du fait que je me sois senti prêt, c'est un truc, j'en avais envie et en fait, je voulais plus attendre, parce que ça me faisait chier. Et en fait, j'ai fait ma transition naturellement. Mais en termes de compétences pures, que vous soyez spécialisé dev, que vous soyez comme moi spécialisé plutôt design, que vous soyez comme mon associé plutôt spécialisé marketing, ou en revanche que vous soyez plutôt spécialisé business à proprement parler ou commercial ou peu importe, en fait, tout ça viendra au fur et à mesure. Comme je disais, bah, il faut pratiquer, il faut se confronter à des projets, il faut oser, aller, sur des sujets. Il faut aussi savoir dire quand vous ne savez pas. Ça, c'est super important. Parce que si vous dites, «Je sais, je sais, je sais» et que en fait, vous ne savez pas, vous avancez pas. Alors que si vous êtes capable de dire et ça, c'est notamment ce que je vois, dans le business, mais si moi, je suis capable en tant que, cabinet de conseil de dire à mon client: «Bah, je ne sais pas», bah, là, je peux vous dire que, la relation va changer puisque ils vont se rendre compte qu'il y a une preuve d'intelligence et de «sagesse» entre guillemets. Mais il faut vraiment se dire que, la curiosité et être humble sur ses compétences, c'est les 2 seules qualités, en fait, que je retiendrai là-dedans. Savoir Et se remettre en question, ouais, tout à effectivement. fait. De toute façon, c'est tout le temps enfin, c'est tout le temps, remise en question permanente. Et très important, une auto-analyse de temps en temps de soi-même, parce qu'on passe notre vie à regarder devant nous, à regarder plein de trucs. Mais c'est très important de s'auto-analyser régulièrement. Ouais, Ça, tu vois, ça peut paraître égoïste ou égocentrique, mais c'est pas du tout le cas. C'est important, je pense, effectivement, de pas que regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi savoir, effectivement, de temps en temps, faire s'auto-analyser pour, pour corriger. Il faut corriger. S'il y a des choses à corriger, il y a toujours des choses à corriger. ouais, c'est ça et je suis d'accord avec, ce que dit, Jorn et je suis d'accord avec ce que dit Ankaria aussi. Mais ouais, alors après, il y a des gens un peu maso comme moi qui, se disent, «De toute façon, je me paye pas pendant 1 an et demi», ce qui est encore actuellement le cas et je m'en fous et ça fonctionne. Mais c'est vrai que, si vous avez une sécurité et que vous êtes capable, de vous dire, «J'en sais rien, je veux faire, je suis enfin, j'ai mon job à côté, je fais un peu de, freelance pour me faire la main, me faire la patte et cetera». Ça, c'est vraiment top. Par contre, le jour où vous décidez d'entreprendre, pour moi, il y a pas de demi-solution. Ceux qui, font de l'entrepreneuriat plus du salariat, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous êtes pas à 100 dedans et vous vivez pas l'expérience complètement. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours d'autres choses qui vont interférer et en fait, au final, hem, très souvent, ça finira sur, un projet qui vit plus vraiment, en fait. Heu, alors que si vous vraiment vous vous lancez dedans, vous avez pas peur d'échouer, parce que c'est aussi ça une grande qualité, c'est de dire: «Bah, je suis humble et donc je vais échouer». C'est sûr que vous allez, faire face à plein d'échecs tout le temps, et bah, c'est pas grave, vous échouez, vous faites, l'introspection comme disait, Matt, mais l'introspection sur ce qui s'est passé et ensuite, après, vous apprenez de vos erreurs et vous avancez et c'est comme ça que ça marche. C'est, principe d'itération qu'on fait aussi, très souvent, en UX et ça me permet de faire, une boucle et de la boucler. Tu peux De directement beaux te conseils. lancer, mais derrière, faut avoir les reins solides. Ouais, ouais, mais dans tous les cas, en fait, ce que je disais en introduction, c'est beaucoup de travail donc oui, il faut avoir les reins solides et l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas, enfin, je dirais presque que c'est pas des blagues, en fait. C'est vraiment, on se donne à 200 sur le sujet. On accepte que, on n'est pas maître de tout. On essaye de sortir les tripes, pour donner le meilleur de soi. Mais du coup, on n'est pas dans sa zone de confort et ça change tout. Heu si vous pouvez avoir, on va dire, une sécurité financière qui vous permet de, pouvoir payer votre appart, de pouvoir payer votre nourriture, de faire ci, de faire ça, c'est cool, c'est mieux. Parce que du coup, ça vous enlève du souci en moins
et ça vous enlève du stress aussi. Mais c'est pas le cas de tout le Heu, monde, il faut pas que ça soit un paramètre bloquant parce que c'est très difficile. exactement. Tu peux pas te dire: «Tiens, bah, si j'ai envie d'entreprendre, mais j'attends d'avoir 50 ou 100 000 € de côté, histoire Ouais, d'être c'est ça. vraiment tranquille», parce que sinon ça marchera jamais, tu vas jamais entreprendre et ça marchera enfin, ça sera beaucoup plus long et tu peux te finir à démarrer ton projet à 50 ans, hem, dans le meilleur cas. Et puis Mais même en plus oui, je un entrepreneur qui est pas dans sa zone de confort et qui est vraiment, poussé à l'extrême, heu, n'aura pas «d'autre choix» entre guillemets que de faire, enfin de mettre tout, de côté ou entre guillemets de tout donner pour, faire en sorte de maximiser ses chances. Alors après alors ouais, mais c'est c'était c'est un faut attention, ça faut bien gérer. Ça faut bien gérer parce que quand tu es dans le besoin, ça se ressent, si tu veux, tu vois? Et ah tu es oui, tout de oui, suite tout à fait, beaucoup moins attirant, j'ai envie de dire, tout à tu fait, vois? tout à fait. Pour les investisseurs, pour les personnes avec qui tu vas parler, ça se ressent en général dans ta façon d'être pressé de clôturer un business, d'être pressé de signer un contrat et tout ça. On est Et d'accord, ça, tu vois? on est d'accord. Mais voilà, faut vraiment, C'est un juste milieu après dans tous les cas, hein. c'est On un n'est juste pas d'un milieu. extrême à un autre. Faut trouver Exact. l'équilibre, faut trouver le truc qui permet de se booster, de se donner les bons objectifs et comme je le disais en introduction, si vous faites de l'entrepreneuriat pour l'argent, déjà vous le faites pas pour les bonnes raisons. Vous avez de fortes chances que ça ne fonctionne pas et ça, c'est super important. Heu, trouver le juste équilibre. Après l'équilibre est différent enfin, est vraiment différent, Oui, chacun a son propre généralement. équilibre. Tout à fait. Moi, je sais que je suis un peu maso et j'ai besoin vraiment de me mettre dans la «merde» entre guillemets pour que ça avance. Heu, mais c'est mon mode de fonctionnement et je Oui, c'est sais ce qui te motive, c'est ce qui te booste. Ça arrive. exactement, Il y a des gens qui sont motivés par ce tout à fait, critère d'urgence, entre guillemets. c'est ça et ça, c'est mon mode de fonctionnement et c'est pas forcément celui que tout le monde veut. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et une fois que vous les avez en tête, bah, juste, lancez-vous. Exact. Dis-moi, est-ce que en tête, par hasard, puisqu'on parle d'entrepreneuriat et de projet, est-ce que tu as des exemples, selon toi, de réussite de projets dans le domaine du Web3? Hem, bah, en Je te vrai, le prends un peu plus de cours, marquant mais ouais, ouais, non, mais le plus marquant pour moi, ça reste quand même Ledger. Enfin, si on regarde la conjoncture de la société, enfin, l'archevêque pour moi, c'est ouais, mais quelqu'un, alors l'archevêque est très fort, Ledger est très puissant, mais Ledger est pas arrivé, enfin, Ledger est arrivé quand même avec une solution. Enfin, après, c'est la nuance est très, tu vois, il y a une faible barrière, mais Ledger, c'est un business complètement Web 2. ouais, oui, mais ils sont quand même à destination du Web3, mais Oui, dans tous les cas, ils touchent une clientèle de Web 3, mais c'est un business Web 2, Ledger. Enfin, il y a c'est pas de, c'est ce tu vois, c'est ce que je dis après, tu connectes pas ton wallet, tu connectes pas ton wallet pour commander ta Ledger, qui est d'ailleurs tout à dommage. fait, tout à fait. Non, bah, après Bah sinon, oui, sinon après en termes d'empire, je j'ai pas tant d'exemples que ça parce que quand on regarde, tous les gros, on voit que derrière c'est, soit un peu scammy, soit un peu sombre, soit à un moment donné, bah c'est ça. C'est qu'il y a pas ils de, en en f fait, quand tu réfléchis bien, il doit en avoir. Mais est-ce qu'il y a des vraies réussites aujourd'hui de projets Web 3? Alors oui, tu vas me dire les Bored App avec peut-être, c'est une réussite. A priori, oui, c'est une réussite. Mais est-ce que c'est après, vraiment, Bitcoin, tu hein, vois? si tu veux me pousser dans mes retranchements, Bitcoin, c'est une Oui, réussite, bon, bah là, après, tu as choisi la facilité, tu fait la facilité, mais effectivement, voilà, qui est même pas c'est pas un projet Web3, enfin, Bitcoin n'est même pas un projet, c'est ça. beaucoup plus, c'est beaucoup Mais plus ouais, que c'est ça. vrai qu'il y a pas de comparaison encore actuellement, je pense. Parce que si on se dit qu'on part dans des trucs comme Binance, Binance aussi Et propose, encore, ses c'est ses pareil, mais ouais, c'est pas ce qu'on, enfin, moi, c'est pas ce que j'appellerais un projet Web 3. tout à fait. On est vraiment Heu, on est pile sur la limite, tu vois? On est encore dans le bah, web on est, 2, il y a ouais, on est certains complètement dans le certains Web 2, même certains c'est pas parce que tu aspects vas qui se toucher développent. effectivement, ouais, non, mais cette question elle est importante parce qu'au final, toi en tant que enfin, déjà quand tu entreprends dans le web c'est intéressant de calquer certains modèles de réussite, certaines choses qu'on réussit Ouais, sur des projets qu'on réussit. Nous, en l'occurrence, on est dans un cas de figure où on n'a pas réellement de modèle de réussite fiable. Alors, il n'y a pas beaucoup de recul, évidemment, mais il n'y a pas de modèle de réussite hyper fiable sur lequel on peut se baser. Et ça, c'est aussi un truc qui est finalement
Oui, mais aussi Alors c'est c'est sympa, tu vois? C'est la ce découverte, mais qui c'est une difficulté. ce qui bloque aussi, c'est de se dire, que, 90 des projets vont se constituer pour, uniquement, récolter de l'argent et donc du coup, par extension, on a moins de projets, super intéressants et moins «foisonnants» entre guillemets en termes de qualité donc c'est sûr que c'est difficile d'avoir, disons le parcours entrepreneurial, comme on pourrait le connaître, dans des domaines plus classiques mais j'avoue que même en Bah oui, parce réfléchissant un que peu, tu vois, c'est difficile, hein, c'est une question qui est je pas si facile parce que tu me parles de grosses réussites dans le monde actuel. On peut en citer plein. On les connaît tous. ouais, Mais aujourd'hui, alors que pourtant c'est un domaine dans lequel on baigne au quotidien, toi, pour le coup, tu es dans un secteur où c'est intéressant d'analyser les modèles qui fonctionnent pour pouvoir conseiller justement des entreprises qui viendraient à se créer. Et aujourd'hui, un modèle qui fonctionne réellement, en y réfléchissant bien, un projet Web3, peut-être que quelqu'un en a un à nous donner sur le chat, mais je vois ça me pas vient pas, globalement. ça me vient pas. Je parle de projets, alors attention, on parle de projets Web3 qui sont là pour aller chercher de l'argent dans le but d'aller construire quelque chose. J'en parlais avec justement notre nouvel expert qui animera certains de nos futurs amas. D'ailleurs, il y en a un dimanche, ce dimanche-là. C'était pas prévu. C'est Thibaut qui va l'animer et c'est un super projet. Je vous invite vraiment à venir. J'étais avec l'équipe aujourd'hui au téléphone. Euh, c'est vraiment un super truc. Grosso modo, je fais une parenthèse, après on reviendra rapidement pour pas faire attendre trop ta femme. My Lovely Planet, c'est un jeu. Il y a déjà l'application mobile, etc. Vous plantez un arbre dans le jeu, j'image. Il y a un arbre qui est planté dans la vraie vie. Donc c'est un projet hyper cool. Qui est trois quarts de de l'argent qui est censé être généré est reversé justement à des organisations, etc. Donc c'est vraiment un super projet et on les reçoit dimanche. Voilà, c'était petite parenthèse. Et j'en parlais avec donc Thibaut en lui disant, tu sais, aujourd'hui en projet communautaire, alors j'ai pas la prétention, euh, on en parlait en off parce que j'avais pas la prétention de le dire pendant le podcast, si tu veux, euh, mais globalement en projet communautaire, tout le monde dit projet communautaire, communautaire. La communauté, si tu veux, oui, effectivement, elle est au centre du Web3 et c'est hyper important. Mais réellement, quels sont aujourd'hui les vrais projets communautaires? Bah, tu as les CryptoPunks qui ont été airdrop et vendus vraiment pas très très cher à l'époque, euh, au départ. Et ça, c'est un projet communautaire qui a été créé pour la communauté. Alors ça a pris de la valeur, ça s'est transformé en gros projet monstrueux, mais on peut considérer ça comme une réussite peut-être. Alors ça a été racheté par Yuga Labs, etc. Mais en projet Web3, je pense que c'est la seule référence qu'on peut avoir, c'est les CryptoPunks. Et aujourd'hui, j'en parlais avec Thibaut, je disais, bon, je ne l'ai pas évoqué pendant notre podcast, et parce que c'est très prétentieux, mais à part notre projet à nous, le projet CryptoMask aujourd'hui, qui n'a pas pour but tout de suite. Alors après, si dans quelques années, on arrive à gagner de l'argent un peu à la Yuga Labs, enfin à la CryptoPunk, pourquoi pas? Même si j'ai pas pour envie de me faire racheter par un gros studio. Mais en gros, à part, euh, à part notre projet, tous les projets qui sont créés, c'est des projets commerciaux. C'est des projets qui sont là pour gagner de l'argent, en fait, et pour, euh, pour essayer de faire quelque chose avec cet argent, dans le meilleur des cas. Et pour le coup, effectivement, dans ces projets-là, qui ont pour ambition, qui ont levé de l'argent pour aller construire des choses, pour le moment, il y a pas de grande réussite. Donc la seule réussite que j'ai en tête, c'est CryptoPunk, euh, d'un projet communautaire, bah, c'est un projet qui est devenu la référence, qui chaque punk vaut des milliers, vaut des milliers et des milliers de dollars. Et le projet s'est fait finalement faire acheter des millions par YouGab. On peut considérer ça comme une réussite, mais ça, c'est un projet communautaire qui n'avait pas pour ambition au départ de faire de l'argent. Et je pense que c'est ce qui a fait sa réussite. Euh, Yep. mais, Bah, tu vois, ça revient on en revient sur le propos, hein. On en revient sur le propos. Si tu fais les choses pour l'argent, tu loupes déjà, le pourquoi tu fais les choses. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres choses après. Moi, sur les NFT, je suis moins spécialisé. Je pense que, notre cher, Konohim, ah bah, il est déjà en train de commenter, mais, ouais, bah oui, Konami, c'était obligatoire. Effectivement, elle a complètement raison. ouais, J'ai omis quelques projets, dont son projet préféré, Cyberbroker. Surtout pas l'omettre. Euh, et Cyberbroker, je sais pas, je connais pas l'histoire. Euh, mais j'imagine qu'ils sont en train
de construire des choses. Enfin, je sais pas comment ça a été fait. Je sais pas si tu dis que ça existe en tant que projet communautaire ou ça existe parce qu'ils ont eu un modèle économique où ils ont levé des fonds, ils sont en train de faire ce qu'ils ont dit. La commune des Centraland, ouais, aussi, c'est vrai qu'en y Ok, repensant, Ah, bah, c'est un truc, qui est assez vieux, c'est quoi. c'est une réussite. C'est une réussite des Central Land. C'est la référence, c'est une réussite. Alors oui, tu as Sandbox qui est arrivé, mais effectivement, ouais. des Central Land est une vraie réussite. Après, enfin, tu vois, dans ta question qui a levé, bon, on va prendre les 2 exemples que vous avez dit, à savoir levé soit par le public, soit par des VCs. Tu vois, je pense à Loot, par exemple. C'est probablement le projet le plus communautaire en fait que je connaisse, puisque c'est une stratégie qu'on appelle de bottom-up development, voilà, comme ils disent. C'est les numéros, Loot, c'est ça? C'est les petits numéros dans le cadre, C'est c'est les NFT noirs avec les ouais, numéros? c'est ça, c'est sur le fond noir. En gros, ça avait commencé avec quoi, 1000 ou 2000 bags, du coup, d'objets. Et le but du jeu, c'était que ça devienne en fait interactif et que tu puisses les utiliser avec à peu près n'importe quoi grâce à l'interopérabilité. Exact. Voilà, Hmm. parce que tout est dans les métadatas. Et après, il y a eu Morloot, et là, c'est bon. Et après, surtout, et c'est là où c'est devenu énorme, c'est que bon, Morloot, il est connu pour le watch trading, mais si tu vas sur la page de Loot aujourd'hui, je crois que tu as au moins 15 ou 20 projets qui se sont montés en fait autour de Loot. Donc, du coup, tu as Exact. Oui, non, mais Loot, c'était ça le but de Loot, effectivement, c'est qu'il y ait des projets qui viennent se monter autour de ça pour créer tout un univers Loot, en fait. Oui, je me rappelle. c'est ça. Et là, pour le coup, il n'y a pas de. Enfin, la gouvernance est complètement décentralisée et horizontale. Je veux dire, là, tout se fait de manière communautaire, euh, de manière décentralisée parce que tout le monde est derrière son ordinateur. Enfin, genre, c'est assez fait. C'est pour ça que je pense à Decentraland aussi, même si ils ont quand même pas mal levé. Euh, c'est pour le coup, au début, les 2 premières années, pour en avoir été témoin, enfin, l'idée de Ouais, non, au décentraliser, démarrage, ouais. enfin, En ne serait-ce que le jeu, quoi. Je veux dire, il y a 13 serveurs, je crois, qui sont gérés, chacun par des DAO. C'est ça tout l'intérêt de Decentraland aussi, c'est tout l'aspect technique, et c'est pour ça que tout le monde râle en disant ah c'est moche. Ouais, non mais c'est moche, mais en même temps t'as vu tout ce qu'il faut pour Oui, s'y c'est faire. géré par la commune, c'est pas un gros studio Ouais, derrière qui a des milliards de financement, effectivement. voilà, ça. c'était la petite parenthèse. Merci pour la parenthèse, effectivement, parce que oui, j'ai un peu, un peu raccourci le truc. Après, là, on parle de, oui, enfin, des centrales, hein, c'est des projets qui sont vraiment beaucoup plus vastes. Moi, j'étais plus dans un projet type un peu comme nous, tu vois, PFP communautaire. Et c'est vrai que sur la masse, bah, il y en a des projets qui sont pas commerciaux, qui sont pas de base faits pour gagner, enfin, pour lever de l'argent et gagner de l'argent. Il y en a pas des masses. Et j'ai pris la référence de CryptoPunk parce que pour moi, on parlait de réussite dans le Web3. On est en train de, voilà, je suis en train d'y réfléchir et à mon avis, c'est la plus grande réussite du Web3, c'est CryptoPunk. Mais peut-être, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas là. Ouais. Bon, bah, en attendant, je vais devoir moi filer, mais c'était, vraiment cool, comme petit amas. Heu, tu vas rentrer à 1 heure, oui, tout à fait. Du coup, bah, merci, pour l'invitation. On avait parlé en off, mais c'était vraiment, vraiment top. J'espère que ça vous aura plu, au moins, à tous, que vous avez passé un bon moment, que ça a pu vous éclairer pour ceux qui se posaient des questions, notamment sur comment ça s'appelle? Sur l'entrepreneuriat et sur un peu, le cabinet aussi, parce qu'on a fait aussi un petit point et sur, la manière que j'ai de voir le secteur aujourd'hui. Hem, Écoutez, si vous avez des questions, quelconques, vous pouvez de toute façon, je suis, sur le serveur, donc vous pouvez me arrobase, dans les, channels, je vous répondrai. Alors je vous répondrai peut-être pas tout de suite, mais, j'essaierai de vous répondre et si vous avez d'autres questions, je suis aussi disponible, en DM Twitter ou en DM, Discord directement. Voilà, donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. J'ai vu que The Cryptomat, s'est déconnecté du channel, mais c'est pas grave, il voulait plus m'entendre. Donc du coup, on va clôturer sans lui gentiment. Heu, Il vient de je sais prévenir qu'il avait plus de batterie, je pense qu'il a pas quitté volontairement. Ouais, ouais, je viens de voir ça. Au calme. Hem, oui, oui, je vais être de service ce soir pour les situations stressantes.
Merci beaucoup pour les petits commentaires, ça fait plaisir. J'essaye de vous faire un truc un peu condensé et qui soit digeste quand même. Surtout après une journée de taf. Mais du coup, bah écoutez, au plaisir de vous croiser et puis bah, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à ta femme de nous avoir prêté ton temps. Je lui dirai, je pense qu'elle sera contente. Super, j'espère pour toi. À bientôt. Bon, merci beaucoup, bonne soirée tout le monde. Salut, salut. Salut à tous, passez une bonne soirée, à bientôt. Oui, bonne soirée. À plus.